moi, les rédacteurs sont morts. Plus t'es focus sur un site et plus tu fais des choses et plus tu fais les choses bien surtout, moins il y a de chances de te faire défoncer, mais si tu te fais défoncer, tu perds tout. D'un coup, je te mets une énorme droite. C'est qui a l'avantage? Pour moi, on est au-delà des 260 000 € de chiffre d'affaires. Honnêtement, c'est simple, tous les métiers intellectuels vont se faire fumer. Quand tu lances un site, là, c'est une IA qui vérifie ton site et il suffit qu'elle voit un truc bizarre, elle te flag alors qu'en fait ton site est 100% legit. Tu peux pas être excellent partout, tu peux être bon partout, mais à mon sens pas excellent. Dans n'importe quel biz, t'auras les meilleurs, t'auras les pas chers, tout ce qu'il y a entre. Mais la question, c'est que vont devenir ces gens qui vont disparaître. Je me demande vraiment comment ça va se passer pour nos enfants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast, et pas n'importe lequel, puisque c'est le 100e épisode du podcast aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, on en a profité avec Franck et Anto pour se retrouver dans un studio. Ça nous fait plaisir de se rencontrer déjà pour la première fois. C'est cool de vous voir en vrai, les gars. Bonjour à tous. Bon, l'exercice sera peut-être un peu particulier au départ, en tout cas, puisqu'un enregistrement studio, c'est pas rien. On a l'habitude d'être chez nous, tranquillement, au chaud, derrière notre écran, à pouvoir se cacher et faire autre chose. Et là, on est confronté, on est à 100% sur le podcast et ici présent. Alors le but de cet épisode un petit peu particulier, c'est dans un premier temps de faire le bilan du podcast, de tout ce que ça nous a apporté et de tout ce qu'on a traversé durant ça fait quoi, 2 ans maintenant qu'on a commencé le podcast. 100e épisode, c'est pas rien. T'as fait un tweet, Franck, récemment pour parler du fait que ça fait littéralement 100 épisodes que toutes les semaines, sans exception, vacances comprises, été compris, on publie un podcast par semaine le jeudi à midi. Donc pour nous, c'était vraiment top. Est-ce que quelqu'un veut commencer avec déjà les feedbacks du podcast? C'est-à-dire qu'est-ce que ça vous a apporté dans les grandes lignes? On a quand même noté quelques points, mais... Je vais le faire parce qu'Anto, sinon il va tomber dans les pommes, je pense, s'il commence. Comme vous le voyez, l'épisode d'aujourd'hui, il est un petit peu spécial, c'est le cas de le dire. Et donc, on attend que vous nous envoyiez un maximum de force en commentaire avec des likes et un abonnement à cette chaîne YouTube. Si vous nous écoutez sur Spotify ou les autres plateformes d'écoute de podcast, n'hésitez pas non plus à nous mettre des petites étoiles, les 5 étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir et c'est la meilleure manière pour nous de savoir que cet épisode original vous a plu. Et on peut passer directement à l'épisode. Dans les grandes lignes, je pense qu'on a lancé ça sans trop savoir ce qu'on allait faire. L'idée quand même, c'était juste de faire notre podcast entre potes. On a dû forcer Anto pour le faire parce que. Ouais. Il me semble même que c'était à la raclette. Je crois qu'on a été parti là-dessus. C'est possible, ouais. Il y a eu plusieurs suggestions d'affilée. Et puis nous, on avait un podcast avant ça, Franck. C'est ça aussi qui nous a donné envie. On avait un podcast qui s'appelait Axifrogies avec Johan et Nathan, donc 2 potes, où on parlait de crypto gaming, etc. Donc nous, on a eu cette expérience podcast qui nous avait beaucoup plu, le format libre. Et on s'est dit, ça serait bête de pas faire ça pour l'édition de site au moment où on a freiné sur le premier podcast. Et en effet, je vous avais proposé et c'est cool. Je vous ai dit, c'est bon, on y va là. On fait le premier épisode. Il est bien évidemment sur la chaîne, donc vous pouvez aller le voir si l'envie vous prend. Mais ouais. Et du coup, est-ce que vous avez eu des choses à raconter par rapport au podcast? Est-ce que ça a pu nous apporter? Parce que je sais que ça nous a tous apporté beaucoup de choses. Que ça soit pour le groupe, pour la marque qu'on a finalement montée, qui est le Wizards Podcast. On a fait notamment de bonnes rencontres. On en a fait plein, des super rencontres. Je sais pas si tu as une rencontre. Moi, Bastien. Ouais, Bastien. En effet, Bastien Bricou, qu'on a reçu sur le podcast. Damien, Optimizer. OX, mais je connais pas son prénom, c'est hyper triste. c'est des rencontres en ligne, ouais. Mais ouais. Mathieu. Mathieu, Vibro Boy. L'objectif, c'est peut-être pas de tous les citer, parce qu'en vrai, il y en a eu vraiment beaucoup. Il y a eu tous les gens. Il y a eu le Wizards Event, bien évidemment, qui a été une expérience de dingue. Hein. Le Wizards Event, c'est le premier événement a eu lieu à Lyon le 31 janvier 2024, de souvenir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Ouais. Et ça, c'était vraiment une expérience de fou de pouvoir vous rencontrer les gens présents sur place avec 130 personnes présents sur une journée. Et d'ailleurs, on peut vous l'annoncer dans cet épisode spécial. Alors, on n'a pas la date exacte, mais pour que vous puissiez commencer à noter sur vos agendas, c'était, on a dit avril. Normalement, avril 2025, deuxième édition du Wizard Event. Ouais. Donc, avril 2025, vous pouvez noter
Enfin, mettre une grosse marque comme ça qui entoure le mois dans votre agenda comme ça. Et on vous tiendra bien sûr au courant assez rapidement pour les préventes. Mais moi, de mon côté, c'est vrai que moi, la grosse des gens, j'en ai rencontré plein. Ça a été ultra riche. Mais pour moi, la grosse rencontre, ça a été mon associé Flo sur lucide.ai, mon SaaS. Et ouais, c'était aujourd'hui, c'est un de mes business quand même. Et pareil, ça, c'est au travers du podcast et des contenus créés. Donc, on ne peut que vous encourager, si vous posez la question aujourd'hui, de tenter de créer du contenu sur Internet et d'en faire quelque chose de sérieux, parce que ça peut vraiment apporter plein de choses. Allez, est-ce qu'il y a eu des moins bonnes choses, par exemple des stress concernant Anto, des moments qui étaient moins évidents peut-être Je suis pas très à l'aise, ça va mieux maintenant. Là, ce genre de moment, c'est un peu cringe pour moi. Sinon, non, à part ça, non, en vrai, parce que je pensais qu'il y a beaucoup de gens qui allaient remonter les sites et tout. Enfin, tu vois, un peu spy, mais en vrai, non, ça va, je trouve. Après, il y en a quand même, hein. Oui, parce bien que sûr. Moi, j'ai envoyé mes sites. Bien sûr, forcément, il y en a qui cherchent, mais je pensais que ça ça allait être beaucoup plus hardcore que ça. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait la petite présentation, mais le Wizards Podcast, c'est un podcast où on parle de business web au sens large, mais aussi d'édition de sites. Donc la particularité, c'est que nous, depuis 10 ans, on crée des sites, on les monétise, au travers notamment de l'affiliation, mais pas que. Il y a plein de façons de monétiser son site internet, et c'est vraiment ce dont on parle dans ce podcast. Donc c'est pour ça, pour mettre un peu de contexte, votre crainte, c'était qu'on puisse remonter vos sites, parce que la particularité de notre business, c'est que on peut parler des méthodes, on peut parler des process, mais on parlera vraiment rarement, voire pas du tout, des sites concrets. C'est-à-dire qu'on vous dira jamais sur machin.com, ce site fait tant, en faisant des choses comme ça, ça a fonctionné, parce que les gens en fait se reniflent les fesses et refont les sites de A à Z derrière. Donc c'est c'est le piège en fait, c'est que quand t'as quelque chose qui tourne, qui fonctionne bien, si tu donnes la recette de A à Z à quelqu'un et qu'il a juste à le copier-coller, il fait des sous aussi, quoi. Et du coup, potentiellement, il vient te manger tes places et c'est lui qui graille le plus. Donc globalement, c'est le bilan du podcast pour vous, il est bon, même pour toi en tout cas un petit peu, que c'était pas forcément inné au départ de faire un podcast. Si, c'est bien en vrai. C'est chouette. Je sais que t'as aussi kiffé le Wizard Event. Ouais. Toi aussi, Franck. Sortir de sa zone de confort un peu quand même. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi comme ça qu'on évolue, donc c'est top. Après, c'est sorti de zone de confort, mais dans un environnement quand même qu'on connaît, avec des gens qu'on connaissait en partie, pas tout le monde évidemment, mais on avait quand même nos potes qui étaient là sur des thématiques dans un maîtrise domaine parfaitement. c'est ça. Ça va. Donc c'était compliqué, mais pas tant non plus au final. Le plus compliqué dans le Wizard Event, c'était l'organisation, parce qu'on en avait jamais fait et ça va qu'on nous a bien aidés, mais. Est-ce que vous avez eu cette sensation, sans trop rentrer dans l'ego trip, mais de sortie d'anonymat quand même, parce que ça fait longtemps qu'on est là, ça fait longtemps qu'on existe, qu'on est présent sur les SERP, donc les résultats de recherche de Google, sur différentes niches, etc. Mais on était quand même relativement discret, pour ne pas dire très discret, parce que c'est sans doute d'ailleurs la meilleure manière de faire l'édition de site, c'est de rester discret. Et le fait de sortir de l'ombre et de commencer à créer du contenu sur le sujet, est-ce que vous avez vraiment senti une rupture entre le moment où vous avez commencé à être visible finalement au travers du podcast, même si notre évolution a été progressive. Aujourd'hui, on fait un peu plus de 3000 vues par épisode, donc on a une communauté, un noyau de communauté plutôt chouette pour du podcast. Mais vous avez vu cette vraie différence l'avant-après ? Personnellement, non. Enfin, ça me dérange. Enfin, je m'en fous en fait d'être connu ou pas connu. Mais la vraie truc, c'est que je peux plus faire des voice-overs sur des vidéos. Parce que j'ai peur qu'on reconnaisse ma voix. Tu sais que je me suis dit la même chose. L'IA est là. Ouais, c'est vrai que ça aide bien. Parce que sinon, il fallait demander. Exactement. Moi, je demande à des gens de les faire. Parce que j'ai peur que ça spot les sites. Certains. Ouais. Ok. Est-ce que vous voyez on peut parler un petit peu des chiffres, parce que je sais que ça va aussi intéresser les gens. Alors les chiffres, tout ce que vous voyez, vous, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, c'est l'évolution de nos abonnés sur YouTube notamment, l'évolution peut-être de nos vues, de notre manière de faire du podcast sur ces sujets-là. Mais concrètement, on peut peut-être parler de monétisation et des chiffres concrets que nous permettent du business en fait derrière le Wizards Podcast. On a, je sais pas si
notamment sur la partie affiliation, vous avez, c'est vrai qu'on a peut-être pas. J'ai pas les chiffres c'est précis, pas ultra précis, mais c'est un peu le problème. Mais en grosso modo, ça fait 1 an qu'on monétise le podcast, un peu moins même, je dirais. Et en affiliation, je pense, c'est une fourchette, mais je pense qu'on est entre. J'aurais dit 5 et 10. Moi j'aurais dit plus. Ah ouais, en affiliation, c'est plus. J'aurais dit entre 15 et 25 pour le coup. Ah ouais, okay. Ouais. Moi j'aurais dit 20. Ouais. Je pense que c'est à peu près ça, au travers des différents partenaires qu'on a poussés. On n'a pas encore commencé à faire de la sponsor d'épisodes, chose qu'on est en train de commencer à faire. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous contacter. On a une adresse mail normalement en description pour ça. Voilà, pour permettre à des marques de sponsoriser 1 minute dans chaque épisode, comme ça se fait beaucoup dans les podcasts. Donc ça, c'est la partie vraiment affiliation. Sponsor, c'est comme je viens de le dire, c'est très léger. Et après, on a le gros de notre monétisation qui passe par la vente d'infoproduits, donc la vente de notre formation, la Wizards Academy, où on a aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est à peu près 190 élèves qui ont rejoint la formation, mais on est en plein lancement cette semaine, donc je pense que ça risque de bien monter d'ici la fin de la semaine. On devrait largement dépasser les 200 élèves dans le programme, dans la formation. Et ça, pour le coup, en termes de chiffres, vous avez les chiffres en tête, parce que moi, j'ai peur de dire une dinguerie, mais pour moi, on est au-delà des 260 000 euros de chiffre d'affaires. Je pense, moi, j'aurais dit 250, mais... Là, du coup, je pense qu'avec le lancement qui arrive, on devrait dépasser les 300 sur une première année de monétisation. Alors, même si on est très fiers de la formation qu'on a lancée et de ce qu'on y dit, de ce qu'on y partage, du suivi qu'il y a, du live des Wizards qu'on fait tous les mois, comment dire, on est loin d'avoir quelque chose de parfait et on y travaille pour améliorer justement tout le produit, la formation, ce qu'on propose à nos élèves, l'accompagnement, et on est déjà assez satisfait de ce qu'on a pu. Je pense qu'on a une des meilleures formations, si ce n'est la meilleure formation dans le domaine, et d'ailleurs pas mal de gens nous le disent, les élèves en fait dans les retours qu'ils nous font. Mais ça veut pas dire qu'on se repose sur nos lauriers à se dire la formation est bien et puis elle est pas mise à jour, quoi. Donc justement, parce que l'objectif de ce petit bilan du podcast, c'est aussi de parler de nos objectifs à moyen et long terme. Déjà, on a fait une petite bouffe récemment tous les trois pour discuter de ça, parce que finalement, on en parle beaucoup dans les podcasts, on est assez transparent avec notre audience, mais c'est difficile de se poser, de faire le bilan et de se dire c'est cool ce qu'on a fait les gars. Là c'est moins cool, là on pourrait faire comme ça, et en fait là on s'est tous les trois demandé quelle était notre vision à 5 ans. Donc pour nous trois c'est assez clair. Après on sait jamais ce qui peut se passer, mais que vous allez au moins nous supporter encore 5 ans sur le podcast. En tout cas c'est l'idée. Au moins. On est vraiment là pour essayer de durer sur le long terme. C'est notre objectif. Et pour toute la partie accompagnement, ça fait aussi partie de nos objectifs, et de pouvoir vraiment structurer encore mieux notre accompagnement, et en sachant que tous les gens qui ont rejoint jusqu'à maintenant profiteront des futures évolutions de la Wizards Academy. Donc voilà, comme ça on a été, je pense, assez transparent sur les chiffres et ce qui a permis de faire le podcast. Encore une fois, c'est assez, comment dire, c'est notre première année, donc on sait que les choses sont pas parfaites, et je pense que ça va tendre à évoluer, donc voilà. Est-ce que vous avez des petites choses à rajouter là-dessus, sur justement peut-être la vision à 5 ans ou... Je pense que notre difficulté, ça sera de toujours trouver des moyens de faire des podcasts qui seront intéressants et qui, avec différents sujets. Tant qu'on continue l'édition ou la monétisation de notre côté, il y aura assez illimité. Ouais. Donc, ça évolue tellement vite que... c'est ça. Et puis le piège, c'est de se renfermer uniquement dans la formation. Ouais, ça c'est sûr. Et c'est vrai que de toute façon, avec tout arrivé d'IA, l'impact que ça a, les gros changements en SEO, qui est quand même notre cœur de truc. Mais après, YouTube et tout, ça évolue aussi. Les réseaux sociaux, ça se trouve dans 5 ans, il y aura un nouveau TikTok qui sera sorti et sur lequel il y aura moyen d'aller faire des carnages, quoi. Ouais. Et on sait pas, mais clairement il y aura toujours des trucs à faire. Après moi c'était ça où je me dis faut qu'on arrive à rester pertinent et intéressant, mais c'est vrai que tant qu'on est dans le domaine, c'est surtout ça.
Non, et puis globalement, peut-être aussi vous remercier vous qui nous suivez depuis maintenant environ 2 ans pour certains, enfin pour les plus anciens. Merci pour votre présence, pour votre soutien, pour les commentaires que vous mettez, pour les étoiles que vous laissez sur les plateformes d'écoute. C'est vraiment c'est aussi ce qui nous motive à continuer, c'est ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir des gens en face de nous, de servir à quelque chose, de servir à quelque chose aussi, t'as bien raison. Mais ouais, voilà, c'est pour nous c'est super d'avoir ce retour de la communauté et de voir que vous existez bien, vous êtes bien en face et que c'est top. Donc, et d'ailleurs dans le live d'hier, dinguerie quand même, on a reçu des messages. Ouais. Qui, c'est pas des messages qu'on reçoit souvent, mais du coup là pendant le live, pas mal de gens nous ont envoyé des messages genre vous avez changé ma vie et tout. Enfin, moi je trouve ça ouf qu'on nous dise ça. Je le tweetais vite fait hier soir mais voilà, en fait je trouve ça dingue qu'on puisse avoir un impact aussi gros sur des personnes juste en enregistrant notre podcast. Donc c'est ouf quoi. Enfin on a de l'impact parfois sur vraiment de certains déclics, je pense. Et je pense notamment, je sais pas si vous vous souvenez, à un mec ou même peut-être 2 associés qui ont rejoint la Wizards Academy, et en gros c'était pour nous remercier parce que juste avec un tip, ce qu'on avait balancé dans un podcast gratuit, je sais plus combien ils avaient fait plus de 10 000 balles voilà, juste avec un tip. Et il y a beaucoup de gens, et le mec d'hier sur le live justement, c'était quelqu'un qui avait découvert le business TikTok, la TikTok monnaie, grâce à un des podcasts où tu en avais pas mal parlé, Franck, et qui avait généré plus de 3500 € depuis qu'il avait découvert, et pour lui ça avait vraiment débloqué un truc. Donc ouais, c'est vrai que c'est super d'avoir ce genre de retour, et encore une fois c'est impossible en fait de savoir quel impact on peut avoir si on n'a pas ce genre de retour concret, donc c'est vraiment trop cool quand c'est le cas. Et voilà. Surtout, je comprends aussi parce que pas mal de gens nous écoutent vraiment. Enfin, il y a la partie sur YouTube, mais t'as aussi beaucoup d'écoutes, je pense, où on nous écoute juste en faisant autre chose. Et du coup, te dire, je vais aller prendre mon téléphone, je vais aller laisser un commentaire pour dire quelque chose et tout, c'est un peu de gens le font et ça se comprend. Et c'est vrai que du coup, quand on a des commentaires, c'est vraiment, ça fait très plaisir. Bon, je pense qu'on a peut-être fait le tour de ce bilan. Je sais pas si vous avez un truc à rajouter par rapport au bilan. C'est l'interlude avec Anto qui fait une danse Fortnite sur la table. Et moi, ce que je vous propose, c'est que la suite de ce podcast, ça soit grosso modo des prédictions, parce que ça nous a été demandé. J'ai trouvé l'idée intéressante et on prendra peut-être le temps de le faire, mais on s'est dit, pour l'enregistrement studio d'aujourd'hui, qui est quand même assez exceptionnel, je suis pas sûr que c'était le moment le plus adapté, mais en fait, en 2 ans de podcast, on en a fait un tas des prédictions sur plein de sujets différents où, pour les gens les plus motivés, vous pouvez le faire vous-même. Sinon, peut-être qu'on le fera un jour pour vraiment faire un point sur les choses qu'on avait bien prédit en regardant dans notre grosse boule de cristal et les choses qu'on avait moins bien prédit. Mais là, l'objectif du coup, c'est de faire un épisode un peu assumé prédiction. C'est-à-dire que vraiment, là, on sort tous notre boule de cristal et on va donner nos points de vue et nos idées et nos prédictions du coup sur plein de sujets différents qui touchent à l'édition de site, qui touchent au business en ligne, qui touchent également à l'intelligence artificielle. L'objectif étant de pouvoir, dans quelques années, se retourner sur cet épisode, sur le 100e épisode, et se dire, voilà, là, Anto, il avait prédit ça, et où est-ce qu'on en est, et de pouvoir voir à quel point on est précis ou pas. Moi, j'avais noté dans un premier temps, et évidemment, sur le Wizards Podcast, on parle beaucoup de SEO et d'algorithmes Google. Donc je me retourne vers vous les gars pour vous. Je lance un point comme ça, mais l'avenir des facteurs de rankings, est-ce que vous pensez que ça va évoluer déjà? Est-ce qu'on fait un bilan là au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui fonctionne en SEO plus que, enfin, quels sont les facteurs principaux? Le trafic, premier temps. Le trafic. Trafic et le trafic en vrai. Trafic externe. Trafic externe. Ouais. Parce qu'en fait. Après, de ce qu'on voit, c'est vraiment les sites qui ont du trafic uniquement depuis leur propre recherche sur Google. Ça marche un temps et après, c'est très dur. Ça, c'est le truc actuel. Mais en gros, pour pallier à ça, il y a les réseaux sociaux qui fonctionnent quand même bien. Il y a essayé de construire des brands. En fait, c'est un petit peu ce qu'on essaye de vous expliquer depuis des dizaines de podcasts. Il y a trop de gens qui font encore du SEO / de l'affiliation SEO en montant des sites qui ont vraiment
pas d'âme, quoi. Qui sont un peu claqués. Et ça peut marcher, ça peut rapporter des sous, mais pas pendant des longues durées. En gros, ça permet pas de passer les grosses vagues et les gros cataclysmes qu'on peut avoir algorithmiquement. Après, ça, c'est les gros facteurs actuels. Moi, je reste assez persuadé que Google savent plus trop ce qu'ils font. Ouais, c'est un peu quand même. Et ce qu'on dit aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, ça sera moins efficace et que ça sera d'autres facteurs qui auront pris le pas. Et peut-être qu'après, ça va revenir. On l'a vu notamment avec les liens. D'une mise à jour à une autre, l'impact des liens sont très différents. Et il y a vraiment une période où... En fait, et c'est pour ça d'ailleurs que l'idéal, c'est juste de faire les choses bien globalement. Donc, pour donner l'idée, c'est si vous faites un site, il y a une période où comment on appelle ça, la topical cluster, enfin topical authority. Donc, en gros, de traiter un sujet et de défoncer le sujet de A à Z, c'est ce qui marche le mieux et c'est ce qui a le plus d'impact. Et pendant des périodes, en gros, l'impact des liens, on va dire, est moins important. Et il y a d'autres périodes où l'impact des liens est beaucoup plus important et le topical authority, malheureusement, l'est un peu moins. Et on le voit, typiquement, là, en ce moment, on est dans cette période-là. Pour autant, quelqu'un qui fait les deux... sur la période, les petits sites remontent, par exemple. Ouais, et après, ils ont fait ça. Oui, ils ont fait ça, ils remontent Mais oui, ça remonte un peu, c'est léger. Mais ça veut pas dire que dans 6 mois, au final, ils ne seront pas de retour et que tous les très gros médias qui méritent pas d'être ici, ils se feront sauter. Là, on est sur la vague e-commerce, par exemple. Mais peut-être ça n'existera plus. Enfin, ça existera toujours, mais je veux dire, ça va peut-être changera. vachement tomber. En fait, ça évolue tellement vite et... Là, tu l'as dit, mais il y a quand même un truc qui est de plus en plus important, c'est la brand, donc la marque qui va entourer un site. On peut prendre l'exemple des Wizards avec le podcast où on essaie justement de construire notre marque sur le long terme et où on a lancé le site leswizards.com qui a vocation à être monétisé avec de l'affiliation et ce qui peut nous donner un avantage, ou en tout cas on l'espère sur le long terme, un avantage dans les SERP parce que justement il y a une marque et donc des recherches sur notre marque et donc il y a d'une certaine manière on blanchit un peu le trafic et le fait que Google voit qu'il y a justement des recherches sur notre marque directement et donc imagine que derrière ça va plus loin qu'un simple site d'affiliation. Et est-ce que vous pensez pas que d'ici quelques années ça sera encore décuplé et que finalement si vous n'avez pas là moi ce que j'ai quand même constaté ces dernières années c'est que les éditeurs qu'on était il y a 6 ou 7 ans en arrière, notre objectif c'était d'être omniprésent sur toutes les niches, sauter sur toutes les opportunités. Aujourd'hui globalement, c'est plus possible. Ouais, c'est impossible. C'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. On est obligé de se poser de focus, en fait. On en parle de plus en plus, mais peut-être 2 projets, c'est encore OK. Au-delà de ça, c'est impossible à gérer si on veut faire les choses correctement. Sauf si tu peux vraiment déléguer et que tu as des équipes et tout. Voilà. Et après, le problème, tu vois, c'est là qu'il y a un peu, je trouve, un côté qui est difficile. C'est que d'un côté, tu veux faire de l'édition, tu veux faire de l'affiliation, il y a pas mal d'opportunités et il y a surtout ce truc d'aller splitter ton risque parce que on est quand même soumis aux algorithmes et il peut se passer un moment une dinguerie et vraiment perdre un site par exemple. Le problème c'est que même si plus t'es focus sur un site et plus tu fais des choses et plus tu fais les choses bien surtout, moins il y a de chances de te faire défoncer, mais si tu te fais défoncer tu perds tout. Alors que si t'as ton petit réseau, à la limite, la solution pour ça, c'est de choisir une niche. Ce que j'allais dire, il faut dupliquer les thématiques. Ouais, c'est ça. Et on peut tous boost ensemble. Ouais. Là, dupliquer par exemple la quantité de sites sur une thématique, ce qui te permet d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tu as un pouvoir de négociation avec tes partenaires qui est augmenté. Plus tu as de volume en général et plus tu peux quand même négocier des bons pourcentages. Tous boostent ensemble et surtout, imaginons que tu fais ton travail de mots-clés ou des trucs comme ça. Quand tu as un site qui rank bien, tu as toutes les infos sur les mots-clés et tu peux aller scaler ça sur les autres sites. Le problème, c'est que si tu fais par exemple, moi c'est ce que je fais, hein, j'en parle en connaissance de cause, mais par exemple un site sur la nutrition, un site musculation et un site qui n'a rien à voir dans le dating, c'est vraiment 3 projets qui sont tellement différents que tu dois refaire 3 fois le travail et c'est là que les choses se complexifient un petit peu.
Mais c'est aussi comme ça que tu peux passer les vagues parfois. Donc, c'est pour ça que tu disais 1 ou 2 projets. C'est bien 2 projets. Je pense que c'est bien dans 2 thématiques différentes. Mais ça demande beaucoup plus de travail. Ou alors, faut déléguer. C'est sûr. Donc, ouais, on est d'accord sur l'importance de la marque. Et ça, pour vous, c'est quelque chose qui va s'accentuer, du coup, pour... Ouais, clairement. Et d'ailleurs, pour en parler très brièvement, mais je resterai assez flou là-dessus, mais avec un de mes associés, on a pour objectif là, de monter un très très gros projet mondialement connu et tout ça, dans une thématique très spécifique. Et très concurrentielle. Et très concurrentielle. Et on fait, en gros, là, on a réfléchi SEO on-page, donc le site est très bien fait. Et derrière, par exemple, l'acquisition de backlink et tout ça, c'est pas ce qui est venu en premier. On s'est juste dit comment on peut faire en sorte que des gens se disent tiens, je vais aller taper cette marque sur Google. Je les ai vus passer, par exemple, sur un réseau social. Je vais taper la marque parce que j'ai envie d'aller voir leur site et de profiter de ce qu'ils proposent sur le site. Et ça, c'est l'objectif. Donc, au début, on a réfléchi, on a testé des trucs. Il y a eu des galères et tout. Et là, aujourd'hui, on a réussi à faire ça. C'est pas grand-chose, mais là, en moins de 3 mois, il y a à peu près une centaine de personnes par jour qui tapent le nom de notre marque sur Google. Donc c'est vraiment leur objectif, c'est de venir nous trouver, nous, et pas en concurrent, quoi. Et le site démarre globalement très bien. Site démarre en grande très partie bien. grâce à toi. Grâce à ça, je veux dire. Enfin, grâce à toi, oui, mais pas seulement. Ouais, pas seulement pour le coup. Hein. Ouais. Mais ouais, en grande partie grâce à toute l'image de marque que vous créez autour de ça, quoi. Ouais. Et ça, je pense qu'on verra ce que ça donne. Hein, ouais, bien sûr. Typiquement, dans 5 ans. Voilà, on pourra se retourner. J'espère en lambeau, quoi, plein pot. Honnêtement, j'espère dans 5 ans que le site sera vendu. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de devenir très gros sur le domaine et de se faire racheter. Ok. Donc, cette vision de brand, elle est bien claire et pour vous, elle s'accentue à l'avenir. On va forcément parler de netlinking. Aujourd'hui, pour faire un espèce de statement du netlinking, donc le fait de faire des liens externes qui pointent vers un site, Anto, si t'es chaud de nous dire un peu ce qui, pour toi, fonctionne en netlinking aujourd'hui. Ça fonctionne toujours, mais j'irai chercher des sites où il y a beaucoup de trafic. Là, je peux me permettre de payer cher, mais sinon, je fais un PBN. Ok. PBN, Private Blog Network. Ouais. Donc, le fait de créer un écosystème. Pour moi, t'acheter du lien bas de gamme, c'est soit sur des sites qui sont pas entretenus, qui vont crever. Ouais. Donc, c'est du court terme, en fait. Autant monter ton propre truc et voilà. Ouais. Tu partages ça, Franck? Bah, pareil, de toute façon, je suis sur la création d'un PBN. C'est en fait, t'es toujours obligé tu te dis, ouais, le lien, il coûte 10-15 euros, mais tu vas devoir mettre 10-15 euros quasiment à vie, en fait. Rien que pour combler ceux que tu perds, et plus tu dois en racheter. Donc, en fait. De toute façon, on connaît pas mal de gens dans des thématiques très, très, très compétitives, sans doute les plus compétitives. Et en fait, ils en sont au point où ils ont des employés qui achètent tout et n'importe quoi. Ouais, le but étant juste d'acheter du lien, parce qu'en fait, ceux que t'as acheté il y a 2 ans, ils se cassent la gueule. Du coup, t'es obligé de continuer à acheter et de juste acheter tout. Et d'ailleurs, en y repensant, je me demande pourquoi la plupart du temps, ils se mettent pas à faire du PBN. T'as une idée? Je pense parce qu'à l'époque, c'était plus simple et moins cher, au final. Ouais. Et maintenant, je pense que le PBN est moins cher. Enfin, t'as plus d'investissement au début. Mais là, je le vois. Hein. Nous, ce qu'on a créé, en fait, si pour un site lancé de PBN, entre la reprise de l'expiré, qui sont des tout petits expirés, donc qui sont en reg free la plupart du temps, donc achetables comme ça. Donc c'est pas forcément le plus optimal, ou alors ceux qu'on achète en enchère, où on mettra jamais des sommes considérables dessus, en sachant que le prix moyen dans les domaines qu'on tape, il est très élevé. Là, on peut monter, en fait, pour 10 liens qu'on aurait achetés, là, on a 50 sites dans notre PBN. Ouais. Et puis 50 avec sites des PBN articles qui peut te servir à plein de sites. Ouais. En plus de ça. Ouais, et qui sont hébergés convenablement, comme c'était un peu le cas à l'époque. Vous avez en fait, tu vois, moins prise de tête, parce que après l'interview qu'on avait fait avec Stéphane Madaleno, il avait dit que lui, ayant bossé quand même pour un moteur de recherche, il sait comment ça fonctionne derrière. Ouais. Et en tout cas, moi, je me suis basé sur ce qu'il avait dit, où il avait dit, tu peux tout mettre sur le même hébergeur, du moment que derrière, tu as un Cloudflare, parce qu'en gros, ça permet de bypass un petit peu le truc. Ouais. Et en fait, nous, c'est ça, c'est tout sur un serveur dédié, tout et derrière Cloudflare pour chaque site.
Je pense que même si tu fais des IP différentes et tout, ça a pas de sens. Je pense que c'est une question comment tu fais ton réseau. Si tu le fais proprement, y a pas de risque. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, pour toute cette partie PBN, moi j'aime bien le rappeler à chaque fois, mais il faut quand même, pour les gens un peu débutants, entre guillemets, ou qui n'ont pas encore toute l'expérience nécessaire. Je pense qu'il faut plus avoir peur des balances, entre guillemets, que de Google sur ce genre de stratégie. C'est même sûr. Ouais, voilà. La plupart du temps, c'est pas Google qui vient de sauter un PBN, hein, c'est des gens qui... Mais on est quand même d'accord que c'est pas à la portée de tout le monde de lancer un PBN demain. Et puis ça se fait pas dans toutes les thématiques, parce que ça reste un coût quand même. Ouais. Donc, parce que t'as l'achat fixe, après t'as l'entretien. Après, il y a PBN et PBN. Hein. Ouais, c'est pour le coup, pour ceux qui veulent faire un petit rewind dans le podcast, il y a plus d'1 an et demi, j'expliquais que pour les quelques sites d'édition que j'avais, je lançais systématiquement des PBN, entre guillemets. Mais moi, quand je parle de PBN, il y a 15-20 sites grand max, donc on n'est pas sur des gros PBN, mais c'est largement suffisant sur certaines thématiques pour aller choper un avantage énorme sur ses concurrents, qui eux vont acheter des liens de merde en boucle sur des plateformes que tout le monde achète, alors que mon PBN, bon courage pour avoir le lien sur mon site, quoi. Grosso modo, à part si tu me hacks, tu l'auras jamais. Donc, donc franchement, ouais, c'est toujours d'actualité. Et d'ailleurs, un point, en fait, l'avantage du PBN aussi, c'est que ton lien sur ton PBN, tu le mettras toujours pas très profond sur l'arborescence du site, et la plupart du temps proche de la homepage. Ouais. Alors tu peux faire quand t'achètes, tu peux faire beaucoup plus de choses en fait. Ouais, clairement. Et alors que quand t'achètes du lien, en fait, au début, c'est cool, ça donne un boost parce qu'en plus de ça, l'article, il sera sur la homepage de là où t'achètes ton lien. Quand tu regardes où est-ce qu'il est au bout d'1 an, la plupart du temps, la page, elle est même plus indexée. Et en fait, il y a tellement de liens qui sont vendus, par exemple, sur les sites, que au bout de quelques mois ou années, en fait, l'article est tellement profond dans l'arborescence que t'as plus aucune puissance qui est transmise. Il est jamais maillé nulle part. Il est jamais maillé, ouais, c'est ça. Il rank sur rien. Donc... Ouais. Ça me fait penser à un truc, parce que tu en as parlé hier, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas conscience de ça, notamment, j'aime bien taper un peu sur les agences SEO, mais quand les gens achètent du lien aujourd'hui sur les plateformes, il y a beaucoup de gens qui, en achetant du petit lien, tu vois, génèrent un texte avec ChatGPT rapidement, qui, dans la non pas parce que c'est de l'IA, mais c'est un truc qui rankera jamais, parce qu'il n'y a aucune réflexion, aucune recherche derrière le contenu qu'ils mettent en avant. Et donc en fait ils achètent un lien peut-être pas cher mais qui ne sera jamais positionné sur aucun mot-clé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2-3 semaines ou quelques mois après, le lien 100% il est désindexé, donc il n'a aucun intérêt. Et tu disais hier sur le live, Franck, que c'était aussi important de prendre le temps d'essayer de se positionner avec les articles et les liens que vous faites. Et ça, c'est ça qui va débloquer tes mots-clés de toute façon. Faut même dans tes backlinks aller taper de la petite requête qui va se positionner et ça va se débloquer sur ton gros site de toute façon. Ouais. Donc, et l'idée c'est vraiment de pas, quand vous achetez du lien, dites-vous pas mon objectif c'est uniquement d'avoir le lien sur le site et après on verra ce qui se passe. Et du coup la problématique de ça c'est que tu te retrouves avec les fameux articles tout savoir sur hier je donnais l'exemple tout savoir sur l'huile de CBD, ça veut rien dire en fait. C'est ça. Petite image Pixabay. Maintenant, il n'y a plus Pixabay, ça va, ils font de l'IA un peu, mais. Ouais, enfin, du coup, t'as l'IA et t'as IA cheap, où tu vois vraiment le truc qui est ignoble. Mais c'est toujours la même chose. Alors que si, par exemple, vous étiez, je sais pas, vous demandez un article qui sera, par exemple, l'impact de l'huile CBD sur la récupération musculaire pour le CrossFit, bah, là, on commence à taper une longue traîne qui, potentiellement, va se positionner. Et là, c'est le lien acheté. C'est la même chose en plus. Lien acheté, il peut faire du clic. Lien cliqué, c'est plus puissant. Enfin, ça t'apporte potentiellement du crawl. Enfin, ça a énormément d'avantages différents. Donc, c'est vraiment, et en fait, je dis ça avec le tout savoir parce que c'est le pattern d'achat de liens de base, tout savoir sur les pneus Michelin. Bah, génial. Enfin, alors que si tu faisais un article, l'histoire du pneu Michelin, bah, ça se trouve, il se positionne et en plus de ça, t'as ton lien dedans et c'est tout bénef. Ou même avec des objectifs de positionnement sur de la longue traîne, avec des trucs très, très spécifiques, mais tant que l'article, il existe quelque part, en fait. Ouais, et en fait, si l'article a ne serait-ce qu'un tout petit intérêt et que c'est une longue traîne qui sera recherchée, dites-vous qu'il y a moins de chances qu'il se fasse désindexer. Parce que acheter un lien, tout savoir sur l'huile de CBD, dans 1 an, il est désindexé, votre lien, il sert plus à rien. Ouais.
Même si t'as des petites théories sur le fait que ça peut quand même pousser et tout, mais est-ce que ça pousse vraiment bien? J'ai vraiment de très 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 gros doutes dessus. Qu'en est-il de SGE? Alors SGE, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle au sein des SERP, donc des résultats de recherche. Donc on en a un petit peu parlé déjà dans le Wizards Podcast, mais vu que l'objectif c'est d'essayer d'imaginer ce que ce sera demain. Pour vous, pour toi, Anto, c'est quelque chose qui va... Non, pas du tout. Moi, ça me fait pas peur. Je pense que ça sera pas important. Parce que moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que les gens changent la façon dont ils cherchent. Au final, Google est quand même beaucoup moins utilisé, faut quand même le dire. Ouais. Et dans 5 ans, est-ce que ça sera encore le moteur de recherche le plus utilisé? Je sais pas. Alors, beaucoup moins utilisé, tu dis, c'est maintenant qui remplace Google? En vrai, les vidéos, hein. Par exemple, tu cherches un tuto maintenant ou une review, tu vas plus aller sur YouTube que sur Google. Tu vas pas lire un pavé de 1500 mots. Et les jeunes sont que sur TikTok, la vérité. TikTok et Insta, je pense. Ouais. Mais tu vois, par exemple, la niche des recettes de cuisine, je pense qu'ils se sont fait fracasser par Instagram, par exemple. Ouais. C'est, à mon avis, t'as plus grand monde qui va chercher une recette de cuisine. Là, on avait le petit cousin à la maison, il recherche que sur TikTok. Ouais. Il connaît pas Google. Ah ouais. Ouais. Donc, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un bon exemple. Hein. Moi, je sais que même ma copine, dès qu'elle cherche une recette, un truc, c'est instantanément Instagram ou TikTok. Ouais, voilà. C'est ça. Et c'est super simple, elle prend la recette, tu vois le truc en 2 secondes. Au final, c'est plus ça que SGE. C'est plus que les habitudes changent. Ouais. Donc, voilà. Ouais. SGE, pareil. C'est pas quelque chose qui me fait ultra peur, même si, honnêtement, j'ai pas mal évolué là-dessus. Au début, je me disais... il se passera jamais rien. SGE, c'est un peu mort. En vrai, je vois pas comment Google, qui aujourd'hui donne des résultats un peu éclatés pour plein de trucs, arriverait à faire une IA qui serait. Ouais, mais par exemple, sur le projet que tu lances, est-ce que SGE a un impact? Non. Donc, tu vois. C'est sûr. Après, c'est en fonction des thématiques et tout. Ça, voilà. C'est toujours pareil, mais. Et. En fait, je pense que là, les problématiques SGE aujourd'hui pour Google, c'est que ça leur coûte, à mon avis, ultra cher à générer. Si vraiment ils le mettent en place pour toute la population qui utilise Google, ils vont se prendre déjà qu'ils ont un peu du mal à mettre un budget crawl, là, en ce moment, ça va être dur pour eux d'aller faire ça. Ouais. Mais on ne sait pas dans 5 ans si la demande de ressources pour générer ce genre de choses sera toujours aussi grosse aussi. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte cher en serveur. Ouais, c'est vrai, ça se trouve, il y aura un nouveau hardware qui va tout révolutionner, et puis voilà, quoi. C'est ça. Et que, je sais pas, je dis un truc random, mais truc quantique, je sais pas quoi, voilà, qui te fait des calculs de fou. Là, peut-être qu'on se reposera la question. Toi, c'est un truc qui te Moi, ça me stresse faisait très peur au début. Quand Google a commencé à parler de SGE, en vrai, j'avais peur. De toute façon, on en parlait dans les podcasts et je le disais, et on était beaucoup à avoir peur. Et plus on a avancé dans le temps, moins finalement j'ai peur. Aujourd'hui, comme vous, j'ai pas vraiment peur. Je trouve que c'est très pertinent ce qu'a dit Anto par rapport aux habitudes des gens sur les recherches. Ça, par contre, je pense qu'il faut, ça va évidemment changer. Et moi, j'ai plus peur, plus que l'IA qui arrive dans les moteurs de recherche existants. J'ai plus peur d'un outsider complet, enfin d'un OpenAI par exemple qui va et qui a déjà mis en place une sorte de moteur de recherche alternatif. Ça va peut-être être le cas de Claude avec Anthropic. Non, mais c'est quoi SearchGPT? Ils en ont bien parlé. Ouais, bah c'est ça. Je pense que c'est un moteur de recherche alternatif. Ouais. Je me demande si c'est pas Elon Musk aussi qui a dit qu'il voulait qu'en gros que Google était éclaté et wokisé et que du coup il voulait. Il y a Apple qui est dans les tuyaux aussi, qui veulent en faire un pour leur pour iPhone. Pour iPhone. Ouais. Et moi, j'ai un peu plus peur de ça. Et je pense que ça rejoint ce que tu disais par rapport aux habitudes. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en effet, je pense que Google, ils vont avoir du mal à sauter le pas. Parce que tu as évidemment parlé des coûts et tu as raison. Et même si ces coûts vont être de plus en plus réduits, on le voit aujourd'hui avec des modèles comme GPT-4o Mini, notamment, qui permet franchement de générer des tonnes de contenu pour rien. Moi, j'ai des automatisations qui tournent aujourd'hui, qui avec des prompts longs comme ça, qui sont trigger toutes les heures. Ça coûte que dalle, hein. Ça me coûte moins d'$1 par jour. Enfin, c'est un délire, hein. C'est vraiment, l'IA coûte de moins en moins cher. Donc, je pense que on va arriver à un moment où ça sera moins gênant pour Google d'avoir des searches générés par IA. Ça, j'ai peu de doute là-dessus. Mais je pense que dans tous les cas, ça va leur faire du mal sur la partie publicité. Parce qu'il faut pas l'oublier, Google aujourd'hui, c'est sûr. ils vivent de la pub. Donc, si demain,
Ils doivent repenser complètement leur modèle publicitaire qui est théorie crafté depuis des années pour avoir un truc qui est efficace et tout, et pour être aussi rentable en intégrant l'IA dans la SERP. Enfin, je pense que là, ils doivent vraiment voir flou. Et moi, du coup, je pense qu'on faut plus avoir peur, encore une fois, des habitudes qui vont changer et potentiellement, justement, des gens qui vont passer de Google vers une alternative. Et peut-être qu'à ce moment-là, Google sera obligé de s'adapter. On verra comment ça va se passer. Mais je pense que à horizon 5 ans, il n'y a pas de souci à se faire pour les éditeurs. Enfin, il n'y a pas de souci. On verra bien. Ça dépend. Il y a 2 ans, ChatGPT, ça n'existait pas. Il faudra s'adapter. Ouais. Mais la réalité, c'est que on en parle beaucoup. Et de toute façon, les gens les solopreneurs comme nous et éditeurs de sites le savent. On est dans un milieu où on est obligé de s'adapter très vite. Ouais, c'est un fait. Je veux dire, on l'a toujours fait. On le fera demain si les choses changent et qu'il faut aller optimiser sa visibilité pour un autre moteur ou pour je ne sais quoi. Et c'est déjà ce qu'on fait, ce qu'on préconise aujourd'hui, avec notamment, on fait que de vous dire lancez-vous sur YouTube, faites des trucs sur YouTube. C'est pas pour rien, tu l'as dit, aujourd'hui c'est un moteur de recherche à part entière, lié à Google certes, mais il faut être présent partout, quoi. Vous êtes un peu obligé. Et c'est aussi pour ça qu'on est obligé de réduire le nombre de projets qu'on a en parallèle, parce que sinon, on peut pas faire tout ça. Et petit aparté, ça me fait penser à Eli, où une fois on avait discuté avec lui, et il m'avait dit que lui, quand il organisait ses voyages, il allait sur Instagram, sur la map Instagram, et qu'il regardait les moi, différents trucs. Moi, en Espagne, là, je suis allé sur la map Snapchat. Ok. Et en fait, quand tu dézoomes, ça te met les zones d'activité. Ouais. Et ça te disait, quand il y avait des gros points, c'est là où il y avait les bars et tout, en fait. Et en fait, je me suis servi de ça. Ouais, est-ce que tu as trouvé le carte tout-terrain sur Snapchat ? Non. Mais ça te donnait les zones où tu pouvais sortir, en fait, parce qu'on était dans une zone où ça puait la merde et il y avait rien à faire, et en fait on dézoomait comme ça pour voir s'il y avait des villes aux alentours, et en fait tu voyais des gros points et on cliquait dessus pour voir ce qu'il y avait, quoi. Okay. Donc tu vois, c'est et vraiment les façons de par exemple, les façons de faire ces recherches, clairement elles changent, et ça dur à dire dans 2-3 ans comment ça sera. Le contenu généré par IA, on va faire un point bref dessus. Pour déjà, vas-y Anto, commence. Je suis très mauvais, j'en ai jamais fait, donc je pense pas que ça remplacera un humain dans tous les cas. Ok, même à horizon 5 ans. Ouais, je pense pas. Je pense que un expert reste un expert. Il a des mots, il connaît son truc. Ouais. Il arrive à plus, comment on dit, quand tu rends le truc accessible, tu vois. Ouais. Que l'IA va te sortir des trucs théoriques, enfin voilà quoi. Je pense que l'expert, par contre, pour tous les textes informationnels et tout, je pense que ça, l'IA va faire mal. Et fait déjà mal. Ton avis là-dessus, Franck ? Ouais, moi, je me souviens de ce que je disais dans les premiets podcasts, où justement, pour moi, je disais que l'IA ne remplacerait jamais un humain, justement. Ouais. T'es toujours d'accord ? Je pense que là, on commence à se rapprocher de quelque chose qui est très propre. Il n'y a même pas eu 1 an et demi entre ce que tu disais et maintenant. Mais... Et par contre, je suis d'accord avec Anto, un expert reste un expert. C'est-à-dire que si, encore une fois, tu as un site de muscu ou de CBD ou un truc comme ça, et que c'est, par exemple, un site de muscu, que ton contenu est rédigé en partie par quelqu'un qui fait de la muscu, qui connaît les problématiques, ou ne serait-ce que, je sais pas moi, un kiné spécialisé dans la muscu ou quoi que ce soit, je pense qu'il aura toujours un edge et un avantage concurrentiel. Par contre, là où il sera pas concurrentiel, où il se fera écraser par l'IA, c'est que l'IA peut faire du volume. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Pour moi, les rédacteurs sont morts. C'est vraiment là, je pense à horizon 5 ans, c'est rideau. Mais même les experts. Hein. Et alors, à chaque fois que je réfléchis à ça, il y a quand même la théorie du oui, mais du coup, de quoi se nourrit l'IA à terme ? Et c'est vrai, tu vois. Mais... Elle va boucler sur elle-même. Ouais, elle va boucler sur elle-même. Sauf qu'elle peut bouffer du contenu. Mais en fait, la réalité, vidéo. c'est que tu parles déjà, tu parles d'une amélioration, je pense qu'on l'a tous constaté. De 1, les gens aujourd'hui sont plus aptes à faire du bon contenu avec l'intelligence artificielle. Les outils sont de plus en plus performants aussi. Et je pense qu'à terme, tu vois, typiquement, tu parlais de quoi comme exemple concret, quelqu'un qui parle de sport, muscu avec un kiné, par exemple. Voilà, tu lui donnes, en fait, c'est déjà possible aujourd'hui, c'est juste que c'est pas aussi accessible que ça ne le sera dans quelques années, c'est sûr. Là, on vient d'arriver sur un nouveau modèle O1 Preview, enfin O1 d'OpenAI, qui est un modèle agentique. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une espèce, c'est comme s'il y avait plusieurs agents IA. Tu avais plusieurs GPT-4, par exemple, qui sont face à face, et quand tu lui demandes quelque chose, ils vont se confronter,
et on va dire et si on ferait les choses comme ça, ouais non c'est pas. Et en fait ils vont réfléchir de quelque sorte, et t'as vraiment le modèle qui réfléchit et qui parfois réfléchit même, ça te met le temps de réflexion. Ouais, j'ai vu. Ouais. Et t'as le détail de la réflexion et tout qu'a eu le modèle, et pour te rendre un résultat. Donc ça déjà c'est une chose. Alors c'est sans doute que pour la partie rédaction c'est pas le plus adapté, mais tout ça pour dire que là tu parlais de ce cas précis avec le sport. Tu vas pouvoir demain entraîner ton IA de manière ultra précise en lui donnant, tu lui dis, voilà les 50 vidéos de ce mec qui est super pertinent. Ouais, il y a ça, en fait, tu peux entraîner, c'est ça qui est ouf. Moi, je vous dis, c'est boucherie, et honnêtement, c'est simple, tous les métiers intellectuels vont se faire fumer. C'est sûr, là, pour moi, j'ai plus de doute là-dessus. J'en avais un certain moment où pareil, on avait plus ou moins le même discours, parce que l'IA était à un stade, mais là, en fait, les choses évoluent tellement vite. Pour moi, c'est pas encore le cas aujourd'hui. Je pense qu'il y en a parmi les auditeurs qui le font déjà, qui créent sur des gros sites du contenu à 100% IA et qui le font bien avec des retouches. Et je pense que c'est complètement possible aujourd'hui d'avoir un site qui est alimenté en très grande partie par de l'IA, même très peu retapé. Donc déjà, mon avis a quand même sensiblement changé par rapport à ça, parce qu'on peut faire aujourd'hui du bon contenu IA. Mais je pense que demain, il va y avoir ce truc-là en fait, tu vas pouvoir aller tellement deep et l'IA va devenir tellement puissante que tu n'auras plus grand-chose à envier à un humain, à un rédacteur humain. J'en suis de plus en plus persuadé. Et pour le coup, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais sur les premiers podcasts, j'avais parlé, et du coup, ça nous fait un peu transitionner vers le deuxième point, qui est le point. Donc, le deuxième point, là, on a parlé de SEO. Maintenant, on peut parler un peu d'intelligence artificielle. Mais j'avais parlé il y a longtemps j'avais une espèce de théorie où je pense que l'édition de site et le web à l'international, mais on va prendre le web déjà francophone, va être à terme dans un horizon, je sais pas, un horizon 5-10 ans, pour moi contrôlé entre guillemets par les gens qui vont être les plus efficaces avec l'intelligence artificielle. Et en fait, il va y avoir tellement la possibilité de faire du contenu de masse sur des gros médias, sur des gros sites, etc., que ça va, en fait, ça va devenir très compliqué d'avoir une. Je sais pas si vous vous souvenez de cette théorie. Ouais, je suis d'accord. Tu le vois bien là même avec Franck, le fait de tout automatiser comme vous l'avez fait. S'il y a plein de gens qui font ça, au bout d'un moment, le marché il va se concentrer que sur les mecs très forts. Hein. Enfin, les mecs qui peuvent scale. Mais ça, là, on parle d'édition. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura toujours un terrain, et encore une fois, il y aura toujours une manière de s'adapter et d'avoir une petite part du gâteau et de ramasser les miettes. Hein. Et quand on parle de miettes, on le dit souvent, mais quand on fait de l'affiliation et qu'on a par exemple des médias buyers en face qui font de la publicité pour un produit, pour une offre, nous, quand on ramasse les miettes, la dernière fois que tu as ramassé les miettes, t'es à 1000 balles par jour. Donc c'est des gâteaux. C'est des miettes sympas, quoi. Mais ça fait aussi partie du truc. Et moi, voilà, c'est un peu ma théorie, qui est pas forcément la plus optimiste, entre guillemets. Enfin, ça va dépendre de quel côté vous vous trouverez à ce moment-là. Mais je pense vraiment qu'on va arriver de plus en plus sur qui arrivera à être le plus efficace avec l'IA et qui va pouvoir justement faire du volume rapidement. Et je pense que ça sera plus compliqué en tant que petit éditeur, parce que faire du volume sur des petits ou moyens sites, entre guillemets, bon, il y a un moment où Google il risque de couiner un peu. Par contre, les gros médias qui déjà aujourd'hui tartinent sur des contenus, sur tous les contenus, eux, quand ils vont commencer à savoir faire de l'IA de manière qualitative... Ils le font déjà bien. Hein. Ils le font déjà sans doute pas mal, ouais. Et puis même les entreprises qui ont déjà des employés, c'est comme s'ils multipliaient leurs employés. Enfin, t'imagines, tu mets des mecs qui gèrent l'IA... En fait, pour un mec qui gère une IA, c'est comme s'il avait direct d'acteur. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, en fait. Mais est-ce que, et là, on est un peu. Enfin, je pars sur un hors-sujet, mais est-ce que, justement, on peut pas se dire que d'ici quelques années, à force que tout se fasse défoncer comme ça par de l'IA et des trucs où on sent qu'il y a plus de l'humain vraiment derrière, est-ce que c'est pas là qu'il y aura un peu le truc inverse où les gens vont vouloir retrouver de l'humain? Et notamment, par exemple, avec réseaux sociaux, format vidéo, des trucs où on voit une vraie personne qui va venir... Je pense que c'est en réalité déjà un petit peu en train de commencer, ce truc-là. Et que c'est aussi pour ça que la vidéo et les formats podcast, d'ailleurs, comme celui-ci, c'est des formats qui marchent bien parce qu'on se connecte aux gens et qu'on a un vrai échange entre humains, etc. Maintenant, la question, c'est de savoir, là, c'est sur un horizon plus à 10 ans ou 15 ans qu'à 5 ans. Mais déjà, quand on voit aujourd'hui sur tout ce qui est... Alors, le deepfake, il y a le côté négatif, parce que c'est pas forcément contrôlé. On va partir sur une discussion OnlyFans. Non, pas forcément. Ah, okay. Mais sur aujourd'hui, par exemple, un outil comme Agen, il y en a d'autres, il y a Argile.ai,
qui sont capables, avec 1 minute de vidéo de toi, dans ce contexte studio, de recréer à l'infini ce même contexte, mais où tu dis ce que tu veux, et où à terme, une voix qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la tienne dit ce qu'elle veut aussi. En fait, je pense qu'on va rentrer dans un truc, et on le voit notamment sur tout ce qui est stratégie agressive, stratégie black hat, et tout sur les niches casino, les trucs comme ça qui sont ultra illégales en France, bien évidemment. Mais il y a de plus en plus de deepfake, et c'est redoutable. C'est que là, déjà, c'était redoutable il y a quelques années, avec, je sais pas, il y avait pas des trucs avec Squeezie qui a monté son casino, ou Cyprien, ou machin. Ouais, j'ai vu des pubs casino Mr. Beast. En France, c'était Castaldi qui s'était... il y en a plein. Il y a même le faux journal de 20 heures. Il y a des trucs... C'est démoniaque. Et franchement, et là, on va aller encore un peu plus loin là-dessus, mais en fait, je pense qu'il faut aussi s'attendre à ce genre de truc, et je me demande bien comment on va pouvoir contrer ça. Et quand je dis on, c'est vraiment l'espèce humaine. C'est typiquement demain, pour moi, je pense qu'à horizon 5-10 ans, ça sera courant. Quand là vous recevez des mails qui vous disent oui, vous avez une amende, nanana. Demain, c'est une vidéo de ta mère attachée les mains dans le dos comme ça, avec la voix de ta mère qui va dire ils m'ont capturé, envoie 2 bitcoins. Enfin, tu vois. Et là, ça va être un autre délire. Je pense que c'est même possible maintenant, tu vois. Je pense, mais le truc c'est que c'est pas encore assez démocratisé. Et pour moi, c'est vraiment les risques de l'IA à long terme. Et j'aimerais justement qu'on en parle. Pour vous, est-ce que ça vous fait flipper déjà, l'IA plus qu'autre chose, ou pour le moment vous êtes un peu en mode au jour le jour, et on verra. Mais c'est un truc, vous avez conscience de ce qui nous pend au nez, ou pas, ou ça va? Je le vois déjà moi sur Facebook Ads, sur le régime, les mecs ils font parler Michel Simès et tout, enfin ils sont sur c'est agressif quoi. Agressif border. C'est plus que border là. Mais le pire, c'est que tu vois dans les commentaires, il y a absolument personne qui comprend le truc, quoi. Ouais. C'est vraiment, pour eux, c'est ok. Après, Facebook, attention aussi, hein, parce que ils vont sur Facebook parce qu'ils savent très bien, voilà. J'ai vu là, t'en as qui farment des groupes Facebook, enfin pour monter des pages Facebook, plusieurs milliers voire millions de personnes, et ils mettent des images IA où vraiment. Quand il suffit que t'aies fait 3 images sur Midjourney et tu vois que c'est de l'IA. Les vieux, ils ont aucune conscience. Hein. C'est pour ça. Des bébés seuls qui font du parachute. Exactement. Ça. Ouais, bah voilà, c'est ce genre de truc. Et ils disent, waouh, c'est dingue. 100 000 likes et tout. Ouais, mais c'est incroyable. Trop fort, ce bébé. Enfin, ils sont teubés, quoi. C'est ça. Ils n'ont aucune conscience du truc. Teubés ou inéduqués, en tout cas, sur le sujet. Après, Jean-Michel Simès en bas, hop, c'est bon. Non, mais ça, pour le coup, c'est... Ça, je me demande bien comment ça va se passer. Très franchement. Et moi, je me renseigne de plus en plus, même si en vrai on est complètement impuissant face à ça. Mais même on peut parler même économiquement. Je me demande vraiment comment ça va se passer pour nos enfants. Ça c'est aussi une réalité. Je pense qu'il y a plein de métiers qui vont disparaître. J'ai parlé des rédacteurs, mais c'est loin d'être le seul métier qui disparaîtra. Ouais. Et je pense que comme nous, le discours qu'on a toujours eu sur le podcast par rapport à ça, c'est tu vas peut-être avoir 10% des gens les plus informés, les plus investis, les plus bons, les meilleurs dans ce qu'ils font, entre guillemets, qui vont peut-être rester et assistés d'outils, vont pouvoir faire le job des 90% qui vont disparaître. Mais la question, c'est que vont devenir ces gens qui vont disparaître? Comment vont... Enfin, tu vois, est-ce qu'on part sur un truc un peu à la... Imagine, on va encore plus loin. Et genre, t'as des IA qui comprennent comment faire de la FI. Elles montent leur propre truc AFI, d'IA et tout. Je pense qu'elles ont autre chose à foutre. Le jour où l'IA comprend comment faire de la FI et tout, elles auront autre chose à foutre que faire de la FI. Mais oui. Et après, il y a plein de théories comme ça, ou même il y a carrément des organisations aujourd'hui qui militent pour mettre en pause le développement de l'IA. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Après, moi, j'aime pas trop ce genre de truc. Je sais pas comment on dit, mais en gros, je considère que les avancées technologiques, certes, chamboulent beaucoup de choses, mais permettent de toujours avancer, et que même la plupart des défis actuels, on va dire, je sais pas moi, on va parler réchauffement climatique ou trucs comme ça, peuvent être contrecarrés en grande partie. Justement, parlons-en. Demain, il y a une AGI qui arrive. Donc une AGI, c'est une intelligence artificielle générale. Donc grosso modo, c'est vraiment une IA qui est autonome, et tu lui poses une problématique. Et là, c'est pas le petit système d'OpenAI qui réfléchit vite fait. C'est vraiment une IA qui a...
Enfin, c'est un truc énorme, et c'est un peu l'objectif là des grosses boîtes qui font de l'IA, c'est d'avoir une vraie AGI qui fonctionne. Demain, on a une AGI. Tu lui dis bonjour, règle le problème comment ça s'appelle, du réchauffement climatique. Je pense qu'elle peut trouver des solutions. Ouais. Et la solution la plus simple, c'est quoi? Alors là, ça part vraiment, c'est sur le scénario science-fiction. Ok, ça serait éradication et tout ça, mais c'est vrai. La solution la plus simple, c'est t'as plus d'hommes, t'as plus de réchauffement climatique, rideau, en fait, la Terre, elle s'en branle. Non, je pense pas. Je pense technologiquement, il y a des choses à faire, justement, ouais. C'est ça, pour le coup, là, on part sur un débat compliqué, mais en tout cas, de mon point de vue, ralentir les avancées technologiques, c'est pas la meilleure façon de faire d'évoluer, en fait. Donc toi, tu penses que l'IA, Franck, va pouvoir régler le problème du réchauffement climatique? L'AGI va être capable de ça? Non, en gros, je pense que ça peut apporter les grosses clés pour régler potentiellement le problème. Ouais. L'autre théorie un peu plus sombre, c'est que justement, pour pouvoir régler le problème, étant donné que le problème c'est l'homme, c'est que l'AGI supprime l'homme, quoi. Bon, après, c'est encore un autre débat. On va pas faire un épisode de complotiste non plus, mais voilà. Sur cette partie IA, j'avais prévu, donc du coup, par rapport aux dangers pour les professionnels, on en a parlé. Les dangers pour l'humanité au sens large, on en a parlé aussi, hein, avec tous les... Et il y a un sujet qui est assez intéressant aussi, c'est par rapport ce qui inquiète beaucoup les organisations qui souhaitent couper l'évolution de l'IA ou stopper l'évolution de l'IA pour essayer de trouver des solutions pour la contrôler un peu plus, on va dire, à terme. C'est tout ce qui concerne la cybersécurité. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais quand on se projette pendant 2 secondes, aujourd'hui, les meilleurs pirates de la planète, les meilleurs hackers de la planète sont des humains. Et au même titre que vous tout à l'heure, vous nous avez dit mais un expert dans le sport, il peut pas être remplacé. Peut-être que demain, une IA sera encore plus pertinente pour donner des conseils en sport qu'un humain qui en fait vraiment. Et sur la question du hacking, il y a de fortes chances que quand on voit déjà ce que sont capables de faire de ce côté-là, les modèles comme même des modèles comme GPT 4 ou 4o et le nouveau modèle qui arrive, je sais pas ce que ça va donner, mais même Anthropic avec Claude 3.5 Sonnet, c'est déjà assez impressionnant, mais c'est loin de surpasser les meilleurs hackers de la planète qui sont des humains. Il y a de fortes chances qu'un jour le truc s'inverse et que les IA deviennent de meilleurs hackers que les humains eux-mêmes. Et à ce moment-là, ça sera des IA meilleurs en hacking que n'importe quel hacker de la planète, contrôlés par des hackers qui eux-mêmes sont pas trop dégueux. Et à partir de là, la réalité, c'est que ça devient super compliqué. Ah ouais, mais derrière, t'as des white hat hackers qui auront des IA entraînés pour se défendre. Alors ça, pour le coup, je l'ai vu sur un podcast, et la réponse à ça, elle est assez simple. C'est si jamais on est comme ça, tranquille, en train de faire le podcast, et d'un coup, je te mets une énorme droite. C'est qui a l'avantage? C'est moi qui te prends par surprise et qui te mets une énorme droite d'entrée de jeu. La réalité, c'est que toi, t'es pas prêt à défendre. En fait, l'attaquant a toujours un avantage. C'est ça le fond du truc. Et dans l'intelligence artificielle, avec l'intelligence artificielle, en effet, les white hats auront aussi des IA qui vont être capables de mieux défendre, etc. C'est un fait. Mais c'est Mais de défendre que d'attaquer, grosso modo. Donc, à terme, ça peut être inquiétant. Et quand on relie ça avec tout ce dont on a parlé, avec le deepfake, les voix clonées, quand on voit aujourd'hui sur toutes les arnaques possibles sur Internet, ça risque d'être un sacré bordel, en réalité. Ça l'est déjà. Hein. Enfin, là, quand tu vois, je sais pas si vous avez vu, mais là, il y a eu des breaches de sécurité sur absolument tous les très gros e-commerce français. Boulanger se sont fait péter. Oui, j'ai vu. Tous là en ce moment. Et c'est le même type qui revend les bases de données. Donc c'est lui qui les pète. Et il les pète un par un. Tous les gros sites e-commerce français, il a les bases de données. Et derrière, ça commence déjà à envoyer du scam. Donc Donc en effet, ça va sans doute être un point bien problématique. Ouais. Et pour finir, du coup, le sujet de l'AGI, pour vous, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais AGI, c'est à horizon de combien de temps qu'on va se retrouver avec une IA
Franchement, je pense que ça va aller super vite. Moi, je pense qu'ils Je l'ont pense que déjà. plus ça va et plus ça Je va pense vite. qu'ils l'ont. Ouais, je pense que des Facebook, des OpenAI et tout, ils l'ont. Enfin, peut-être pas au Ouais. point, mais ils ont un, Moi, je pense pas. un MVP. Par contre, c'est vrai qu'ils l'auront ils l'auront avant les autres, quoi. Ça, c'est sûr. Mais Je pense qu'ils ont la théorie, ils savent comment le faire, sauf qu'ils n'arrivent pas à la contrôler. Ouais, c'est une histoire de puissance. Bah non, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où tu as une AGI, grosso modo, le Je pense contrôle, qu'ils en c'est sont rideau, capables hein. de le faire. En fait, quand tu vois l'évolution qu'il y a eu là en 2 ans, faut quand même se dire qu'il y a 2 ans, on avait Midjourney 1 qui faisait des trucs cool, mais vraiment, tout le monde disait oulala, les designers sont loin d'être remplacés. Aujourd'hui, tu as des flux qui te permettent de faire des photos de produits et qui rendent vraiment trop bien. Et on avait aussi un embryon de Playground ChatGPT qui permettait de faire des petits trucs. C'était nul à chier. C'était Par rapport à correct. l'heure d'aujourd'hui, c'est nul. Mais aujourd'hui, en 2 ans, c'est devenu n'importe quoi. Donc en fait, là, on peut vraiment se dire, dans 5 ans, on en sera où? Parce Tous que les services qui se sont mis autour, montage vidéo, enfin, c'est tellement de trucs qui s'est plugué sur l'IA en peu de temps. ouais, c'est ça. Et encore une fois, c'est plus ça évolue et plus ça va évoluer vite parce que du coup, tu profites à chaque fois des nouveautés. Et en fait, vu que c'est très open source Ouais, quand c'est même, ça, tout s'embrique, ils prennent Ouais. des bouts de tout le monde et ils font un truc, Et quoi. ça snowball. ah, c'est ça, et ça snowball bien, hein, parce que là, Flux, c'est n'importe quoi, par exemple. Ouais, Flux, c'est monstrueux. Et toi, C'est- tu l'utilises dans tes créatives, par exemple. Bah, Flux. moi, toutes mes pubs sont faites avec Flux maintenant. Ouais. Entièrement. Donc Flux, c'est un modèle, c'est un espèce d'équivalent de Midjourney, en gros. Et l'avantage Ouais, par c'est rapport à Midjourney, c'est quoi pour toi? Bah, je sais pas, c'est que ça marche bien, en fait. Ouais. Et puis c'est gratuit, déjà. Ça ne Ouais, serait-ce ok, que le tu le prix. fais tourner en local. Ouais, et j'ai pas réussi à faire les LoRa vraiment parfaitement. Ouais. Mais je pense que si t'arrives à les faire, c'est monstrueux. C'est quoi un Laura? Alors, je sais pas techniquement ce que c'est, mais si tu prends toutes des photos de toi, par exemple, Ouais. et après, il arrive à te faire dans plein de scènes En différentes. gros, tu l'entraînes sur Ouais, c'est un ça, type d'image spécifique. C'est ça, ouais. Ok. Tu pourras lui faire des UGC. Genre, tu peux, je prends pense un produit. Ouais, je pense que si t'as beaucoup d'images, en fait, moi, je l'ai fait avec les photos qu'on avait faites pour les miniatures. Et en fait, à chaque fois, il me ressort avec mon pull col roulé. Donc, la problématique, c'est ça. Mais je pense que si t'as plein de poses c'est un différentes. gros Et c'est échantillon de juste base. ça la problématique? Au Ouais. final, les images sont cool. Les images sont cool, mais en fait, vu qu'on a des poses bizarres pour la truc, je trouve Ouais. l'échantillon d'image est pas bon, mais le résultat est pas mauvais par rapport Ouais, à la base. Ok, c'est cool. Je pense qu'il faudrait par contre avoir une bonne base. Il faudrait peut-être avoir 500 photos, je pense, tu vois, Ah ouais. des trucs différents et tout pour vraiment. Non, mais c'est pareil. Ça, c'est aujourd'hui. Ouais, voilà, Imagine, ça se dans trouve. un an, ça se trouve, tu lui donnes Ouais, 3 c'est ça. photos, il sera capable de se dire, ok, gauche, droite, c'est à peu près ça, Ouais, voilà. avec les angles de son visage, et voilà. Intéressant. Je pense vous aviez d'autres sujets, d'autres idées par rapport à l'intelligence artificielle, ou on passe à notre prochain sujet. Bah, juste à mon avis, intelligence artificielle, vous pensez quoi de création musicale, création cinématographique, Moi, je pense effets spéciaux. à effets spéciaux? Ça peut En fait, faire mal. il y a un moment, je sais pas pourquoi, je me disais, il y a moyen qu'il y ait par exemple des séries, ou peut-être pour commencer plus simple, mais des dessins animés Ah, mais c'est sûr. qui soient faits de Ouais. A à Z, du script à la réalisation, entièrement par IA. Et genre, juste tu leur dis, faut que ça soit adapté à un enfant de 3 ans, et le personnage principal, c'est un lapin. Après, le problème, c'est que c'est toujours pareil sur ces systèmes 100% autonomes, en imaginant que de A à Z, du script à la réalisation de la vidéo, tu laisses l'IA autonome. Ça sera encore pour un bon nombre d'années, à mon avis, bien moins bon que si tu avais un humain qui pilotait ne serait-ce qu'un minimum au niveau du script, au niveau de... Ah, mais regarde, un script Netflix, il y a une structure en fait. Ouais. Et c'est structure un peu en montagne russe. T'as le truc qui se passe bien, d'un seul coup ça se passe mal, mais heureusement ça se repasse bien. Bah, tout est pas fait comme ça, mais il y a quand même un pattern qu'on revoit régulièrement dans les films. Ouais. Ça, quand t'expliques ça à une IA, elle peut se permettre de le faire. Surtout que les... Tu vois, ou même jeu vidéo d'ailleurs. Imagine le jour où t'as un GTA qui sort, genre GTA 8, où dedans c'est full IA. Genre tu joues et tout autour est de l'IA et il y ça avait interagit et le personne n'a le même jeu. Le du jeu coup. vidéo qui a été fait par l'IA, là, je sais plus du tout le moteur et tout. Mais ils ont réussi à faire. Le graphique est nul à chier, mais ils ont réussi à faire un jeu que c'est l'IA qui génère automatiquement la map en Petit temps à réel. petit. Ouais, et en fait, ça fait que c'est un jeu ouvert, mais vraiment ouvert, il n'y a aucune limite.
Ouais, et personne n'a le même jeu. Ouais, parce qu'en fait, t'arrives à un endroit et le truc il build en même temps que t'avances en fait. Ouais. Donc, tu vois, tu peux. Ça, c'est pareil, dans 5 ans. Minecraft fait ça depuis longtemps, le fait d'avoir un monde qui se génère de manière complètement aléatoire et personne n'a le même monde, je crois, quand il lance une partie de Minecraft. Mais bon, je vois l'idée et comme tu dis, toi, ce que tu imagines un peu plus, c'est les PNJ, donc les personnages non joueurs qui vont vraiment échanger entre eux et tu vas avoir en effet, je pense, des PNJ drivés par l'IA avec une certaine limite sans doute, mais c'est vrai que quand t'es dans GTA et que t'as un mec qui juste bouge comme ça, what the fuck, et là au final il peut être le mec qui va te sortir une histoire de zinzin, tu vas parler avec lui et tu auras une histoire dans l'histoire. Ouais. Ça c'est sûr qu'on va avoir ce genre d'expérience. Donc ça sera rigolo aussi d'avoir ça, je pense. Mais ça on en est pas loin à mon avis. Hein. Pour le coup c'est pareil, horizon 5 ans. Après ça je me demande comment ça va être accepté. Est-ce que c'est au même titre que les NFT dans les jeux vidéo et ça va pas être accepté je pense que ça va être accepté parce que les gens vont halluciner. Je pense que les gens. Et puis il y a pas d'économie, il y a pas de. La problématique toujours c'est l'argent les gens. Hein. Ouais. Donc c'est vrai. Donc ouais non je pense que ça va. Et l'autre truc alors pareil ça me fait penser mais on en a parlé pas mal dans les podcasts mais c'est tout ce qui va composé avec toujours ce côté intelligence artificielle. Vous le savez, dans nos métiers d'éditeurs de sites, tu le disais hier, les grosses thématiques, c'est tout ce qui va concerner le sexe, tout ce qui va concerner l'argent et la santé. C'est vraiment la triade qui fait vraiment de l'oseille. Après, la réalité, c'est qu'on a dit autre chose hier, parce que hier, on a fait un live, en l'occurrence, au moment où on enregistre. C'est que vous disiez, les gars, que pour vous, n'importe quelle niche peut faire de l'argent. Il n'y a vraiment aucune limite. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, il y a tellement de moyens de monétiser une niche. Si vous avez une passion, on reparlait un peu des limaces de mer, ta passion principale. Regarde Benjamin avec les triconautes. Oui, par exemple. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais encore les triconautes, c'est encore on a fait un épisode avec Benjamin des triconautes en effet, et c'est très intéressant et c'est impressionnant de voir comment ils ont monétisé cette niche qui à première vue est pas la plus attractive. T'as pas l'impression que tu peux faire plus d'1 million avec du tricot? Mais la réalité c'est que par contre ça reste un gros marché. Il y a quand même beaucoup de gens qui tricotent et je pense que tu peux même sur des marchés moins importants que le tricot monétiser des trucs super bizarres en fait. Ouais. Après. Enfin, ça reste un milieu, je pense, où avant qu'il arrive, les gens dépensaient pas d'argent. Acheter un patron à 5 €, je pense que ça les saoulait déjà, tu vois. Donc, c'est juste qu'il a trouvé, avec sa femme, ils ont trouvé un très bon angle de monétisation. Ils ont réussi à développer ça et c'est beau d'avoir fait ça. Et pour reparler des limaces de mer, ouais, t'as moyen sans doute de monétiser de plein de façons différentes. Et tout est monétisable, en fait. En effet, et si je voulais parler de ça, c'était pour justifier justement le sujet d'après, qui est comment vous voyez l'IA dans le milieu de l'adulte, et sans forcément rester sur la partie édition. Ça pour le voir déjà aujourd'hui sur OnlyFans et tout, c'est déjà un carnage. Hein. Ouais. En fait, vous avez forcément déjà entendu parler de ça, là, de l'OFMIA, qui est de, en gros, faire une agence OnlyFans. l'e-warring. Ouais, c'est le e-warring 2024. Hein. Franchement, OFMIA. C'est border. Hein. Ouais, non, mais c'est pas border. C'est illégal. En fait, faut dire les termes. Faut remettre l'église au centre du village. C'est encore, pour le coup, faire du management. Ça a changé, hein. Juste parce que vous allez dire que le deepfake, il est fait avec des filles qui sont pas consentantes du truc. Pas forcément. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu t'es en train d'essayer d'aller chercher des mecs au cas par cas que tu vas faire cracher. C'est de la manipulation. C'est du e-warring. Mais ouais, c'est ni plus ni moins que de l'e-warring. Et l'e-warring, par essence, c'est illégal, quoi, en fait. Genre, ça va pas, le débat pour moi va pas plus loin que ça. Au-delà de tous les aspects moraux qui vont derrière. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Hein. Ouais. Mais bon, pour le coup, c'est le principe d'OnlyFans. Hein. Oui, c'est sûr. Je veux dire, la monétisation derrière OnlyFans, tout le monde pense que c'est les abonnements. Les abonnements, c'est pas ça qui rapporte des sous. Oui, mais c'est quand même des gens qui, à un moment, vont sur la plateforme pour consommer du contenu, si tu veux. Je suis d'accord. Et tu vas pas les chercher à l'extérieur de la plateforme en te faisant passer pour quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est complètement différent. Enfin, pour moi, ça a pas grand-chose à voir. Après, j'imagine qu'il y a plein de manières de faire ça. Mais moi, vraiment sur la partie, justement, adulte, donc au-delà de la monétisation, on voit de plus en plus arriver des services comme Candy par exemple avec des AI girlfriend, donc des gens qui vont aller vraiment parler, échanger avec des modèles entraînés
autour d'une meuf ou d'un mec d'ailleurs, il y a les deux, et où ils peuvent se dépoiler. Enfin, tout est possible, tout est faisable, tout est imaginable avec un abonnement pour. Enfin bref. Est-ce que pour vous c'est un truc un peu niché ou c'est quelque chose qui va vraiment à terme devenir une réalité de... Pour moi, c'est niché aujourd'hui, mais ça va devenir une réalité. En fait, vous avez vu le film Her? Enfin, toi, je suppose non. Et tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Ouais. Ah, franchement, petit à petit, on se dirige sur ça. Hein. Ouais. Donc ça veut dire que pour toi, demain, il y aura les gens vont avoir des relations avec des IA, ou en tout cas, il y aura une partie de la population qui va avoir des relations avec des IA. Bah, moi, je trouve ça cringe, mais je pense que oui, il y en aura, ouais. Je pense qu'il y a des gens, ça sera un peu leur échappatoire, tu vois, pour pas être confronté. Et pour le coup, je trouve ça assez triste, mais... Bah, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Je suis d'accord. Ce genre de truc où je suis pas très techno-optimiste là-dessus. C'est bien pour le réchauffement climatique, mais pas trop pour les AI girlfriends, quoi. En plus, l'être humain cherche la simplicité, donc c'est un peu simple, tu vois, tu fais ton après, IA, ton truc. Si les gens, ça les rend heureux, voilà, tu vois. L'objectif final, c'est quand même que les gens soient heureux. S'ils sont contents tous les jours de se connecter, d'aller parler avec leur personnage virtuel, chacun son truc. Et je vais pas juger ça, mais par contre, je pense qu'on s'en rapproche de plus en plus vite. Et à terme, là, je sais pas si vous avez vu, il y a des robots humanoïdes avec des IA qui sont bientôt plug dedans. Ouais. Je pense que d'ici quelques années, ça sera peut-être pas à 5 ans. C'est vraiment Black Mirror, là, putain. Et là, c'est Black Mirror. Hein. Ouais. Et là, c'est les trucs qui font peur. Ouais. C'est vrai qu'il y a un épisode bien sombre comme ça dans Black Mirror, saison 2, je crois, ou saison 2 ou 3. Ok. Bon, je pense que là, pour le coup, on a fait un tour assez complet de ce qui nous pend au nez avec l'IA. Enfin, encore une fois, selon nous, hein, on est sur de la prédiction. Là, d'ailleurs, on est sur de la prédiction à très long terme, en vrai, sur ce genre de truc. Enfin, je l'espère, en tout cas. Mais juste pour boucler le sujet, est-ce que finalement, c'est peut-être d'ailleurs la solution au réchauffement climatique? Parce que si tout le monde demain se tape des IA, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus rien, l'espèce humaine sombre et c'est fini, quoi. Parce que, ouais, bref. Sur la partie, alors on peut parler de Mediabuy, si t'es chaud, Anto. Et pareil, sur tout ce qui est prédiction de Mediabuy. Moi, le premier sujet qui m'intriguait par rapport à ça, on est d'accord aujourd'hui que la RGPD, la disparition des cookies, en tout cas les cookies sont enfin c'est chiant, quoi, grosso modo, quand tu fais du media buy, que tu veux traquer, que ça soit pour les annonceurs, pour les plateformes, etc. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact, toutes ces normes sur la Non, parce qu'ils s'adaptent. Tu vois, maintenant avec le S2S, enfin le serveur to serveur pour envoyer les conversions et tout, ils ont quasiment plus besoin de cookies en fait. Ah ouais. Donc ils s'adaptent. Ok. Et tu penses que la RGPD va pas s'adapter, ou les lois, les normes? Non, parce que soi-disant c'est tout crypté. En fait, t'as un espèce d'ID, c'est plus trop sur. Enfin, je pense qu'ils ont trouvé la parade. Ok. Donc, après, ça reste moins puissant qu'un cookie. Ouais. Mais en vrai, avec l'IA derrière, ils arrivent à finir au final à affiner. Ok. Tu vois, donc. Et tu penses qu'est-ce que t'as des petites prédictions, des petites choses, ou même en ce moment, si tu veux parler de ce qui fonctionne en ce moment, des constats que tu fais toi en ce moment, des plateformes que tu utilises. Les constats que moi j'utilise beaucoup Facebook Ads et Google Ads maintenant. Ouais. La problématique c'est l'IA pour la gestion des créatives en fait, parce que ils te flaguent pour rien, même sur des sites legit, parce que par exemple sur le Google Merchant Center, quand tu lances un site, c'est une IA qui vérifie ton site et il suffit qu'elle voit un truc bizarre, elle te flag alors qu'en fait ton site est 100% legit, tu vois. Ouais. Et ça c'est un problème en vrai. Ça c'est un vrai problème. Ok, donc les vérifications sont beaucoup plus compliquées à passer. Ouais, parce qu'il n'y a plus d'humains. Donc et je pense qu'ils entraînent. Il n'y a plus du tout d'humains, ou il y en a peu. Si tu fais les appels et tout, t'as un humain derrière qui va vérifier, puis au final il te dit c'était une erreur, il t'approuve, tu vois. Ouais. Ça te prend du temps, et je pense que l'IA s'entraîne tellement sur des trucs bizarres que dès qu'il y a une moindre chose, boum, elle te flag, quoi. Prennent pas de risque. Ouais, ok. Et ça, c'est un vrai problème. Ok. Donc tu penses que ça va être de plus en plus compliqué Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, peut-être des petits éditeurs qui nous regardent, qui se disent j'aimerais bien commencer le media buy, on en a déjà parlé, c'est sans doute de plus en plus compliqué de commencer le media buy, pour plein de raisons. C'est de plus en plus compliqué. Et tu penses que ta prédiction, c'est que ça va le devenir de plus en plus compliqué, ouais.
Par contre, c'est toujours de plus en plus de sous à faire, je pense. Ouais, parce que forcément, en fait, le marché, il se concentre, quoi. Ouais. C'est les gros acteurs ou les gros média buyers qui récupèrent tout. Donc, ouais. Et ça se technifie aussi, tu vois, faut bien traquer, faut bien connaître les trucs. Enfin, c'est devenu. Faut cloquer. Pour pas obligé de cloquer, ça dépend de ce que tu fais. Ouais. Après, comme tu dis, la plupart du temps, ils te font sauter pour ouais, suffit que tu sois un petit peu agressif dans ton marketing ça, ouais. et ça. Donc, ou ta politique de prix ou un truc ouais. comme ça. Et là, tu te fais. Donc voilà, prédiction, faut devenir très bon. Ouais. Et les plateformes, aujourd'hui, toi, tu utilises quoi comme plateforme pour tes pubs en général? Google Ads, Facebook Ads. Et je dirais que le meilleur, c'est Facebook Ads. Ok, toujours. Vraiment, ouais. Franchement, y a pas à chier, en vrai. Ils sont trop forts. Et Facebook, du coup. Pas Facebook Ads pour aller. Ouais, moi, j'utilise Instagram. Facebook, ouais. Vraiment. Ok. Pinterest? Pas assez de recul. Ok. Et apparemment, c'est pas dégueu, hein. Ouais. De ce que je Là, vois. il y a TikTok qui ouvre des nouveaux marchés, donc à voir. Après, TikTok, fallait mettre un gros billet d'entrée, non? C'est plus le cas? Non, c'est plus le cas. Mais maintenant, ils vont ouvrir des nouveaux marchés. Ils ouvrent 10 pays en ads. Ok. Donc, c'est des pays qui n'ont jamais été rincés en ads. Donc, tu vas y aller direct? On va les tester, ouais. Tu m'étonnes. On connaît l'animal. Sur la partie, moi, il y avait une question aussi, c'est est-ce que vous pensez que les verticales, enfin, là, par exemple, aujourd'hui, nous, on est sur un format podcast en ce moment même. La publicité sur le format podcast, c'est quelque chose qui est de plus en plus convoité, qui est relativement cher. Enfin, en tout cas, c'est plus cher de positionner sa marque, sa pub sur un podcast que sur une vidéo YouTube ou un site internet, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose cette tendance va évoluer? Est-ce que tu vois d'autres tendances, par exemple, de placement publicitaire un petit peu changeant Non, faut s'adapter en vrai. Tu vois, avant on était tous sur Facebook Ads. Après, il y a eu beaucoup de Snapchat Ads qui marchent plus trop. Enfin, en fait, tu vas où les gens sont, en fait. Donc. Après, la pub podcast, pour moi, c'est juste qu'elle a un impact potentiellement plus fort. Ouais, parce que je pense que. Ouais. Bah, en gros, à mon avis, Facebook Ads, c'est tu vois une pub passer. Ouais, c'est ça. Et t'es aussi dans un flux d'énormément de trucs, alors que quand t'essayes de créer un espèce de besoin que le mec a pas besoin. Ouais. C'est pas pareil, ouais. C'est ça. Et dans tous les cas, on le sait, la valeur d'une écoute d'un podcast, c'est des gens qui sont beaucoup plus... en fait, quelqu'un qui est prêt à aller se taper 2 heures de podcast, c'est qu'il est plus... j'allais utiliser le terme motivé, je sais pas si c'est le bon, mais plutôt que quelqu'un qui se bouffe short sur short sur short et qui, au bout de 10 shorts, t'as oublié les premiers que t'as regardés, en fait. Ouais. C'est ça... on le sait, nous on le sait, peut-être que tu peux nous en parler un peu plus, mais je pense notamment à Google, avec Google Ads et Facebook, qui ont, j'ai l'impression ces dernières années, implémenté des moyens un peu automatisés avec l'IA de faire de la publicité de manière assez large et où l'IA est censée optimiser à peu près tout en fait. Et la réalité, c'est que c'est relativement facile, même pour quelqu'un comme moi qui fait pas beaucoup de pub, de lancer une pub avec ce système. Mais c'est là où c'est tout la différence, c'est que c'est de plus en plus dur en fait de te faire valider, mais une fois que t'es validé, c'est très simple de lancer des pubs. Ok. Et justement, c'était ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui as de l'expérience avec le Media Buy, tu penses que tu as un gros avantage avec ton expérience par rapport à quelqu'un qui va juste utiliser ces... Non, je pense que celui qui fait la grosse différence, c'est ta source de données. Si tu as un très bon site, très bonne base mail, en fait, il faut charger tes pixels. Et à partir de là, une fois que tu as ton pixel de charger, tu laisses faire l'IA et en fait, elle fait le taf. Et tes pixels, tu les charges toi-même ou est-ce que de plus en plus, tu vas aller acheter, par exemple, des emails ou poser... Moi, je les charge moi-même. Moi, je les charge moi-même, mais la vraie différence, c'est si tu as du traf, en fait, un peu d'extérieur, tu charges tes pixels et après, t'envoies sur Facebook, sur TikTok, enfin, n'importe où. L'IA, elle sait faire. En vrai, franchement... Donc la prédiction, ça peut être aussi que de plus en plus, même si ça sera de moins en moins accessible parce que compliqué de se faire valider, surtout sur des domaines comme l'affiliation par exemple, se faire valider ses offres, ses pubs, etc. Par contre, une fois que tu es validé, ça sera sans doute de plus en plus performant aussi pour diffuser à la bonne audience. Ouais, c'est ça. Par contre, ça c'est monstrueux. Bah alors aujourd'hui, tu fais l'Advantage Plus sur Facebook Ads, t'as presque besoin de mettre que l'URL et 3 créatives et il fait tout. Et même maintenant, le nouveau Facebook Ads, si tu fais une photo carrée, bah, l'IA va générer le noir dans les vidéos, dans les photos et tout.
Pour que ça s'adapte à l'écran selon ta créative. T'as presque même plus besoin de faire une créative pour chaque... L'image, s'adapte carrément. Si tu fais une vidéo, tu sais, parfois t'avais la bande noire et la bande noire en bas. Et ben là, c'est l'IA qui va générer le haut et le bas. C'est lunaire, ça. De toute façon, donc, il y a un autre truc assez ouf de ce côté-là sur Canva. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Donc Canva, qui est un espèce d'équivalent de Photoshop gratuit et facile d'accès. Là. Maintenant, ce qu'on peut faire depuis assez récemment, je crois, c'est quand tu importes une photo et que la photo est de mauvaise qualité, et que je dis photo, mais ça peut être un logo, un bout de n'importe quoi, t'as une fonction upscaling. Okay. Et tu cliques sur l'image, modifier l'image, upscale, x2, x4, x6, tu x4, l'image elle devient full quali. Voilà, c'est tout. C'est fumé en fait. C'est de plus en plus, c'est intégré au sein des outils qu'on utilise au quotidien, et quand c'est bien fait et que c'est bien intégré, c'est incroyable. C'est top. Ce qui est ouf, c'est que ce genre de truc, par exemple de recréer le haut ou le bas des photos, c'était il y a 1 an, je crois que c'est Adobe Firefly qui faisait ça. Et moi je me disais, wow, c'est incroyable et tout. Maintenant c'est fait en automatique sur Facebook quand tu fais une créative. Quoi. Et donc, sur des vidéos. Et sur des vidéos. Donc, vraiment, ça va vite. Ok, est-ce qu'on peut apporter d'autres éléments de réflexion sur cette partie Media Buy? Les cookies, on en a parlé. J'avais noté les pubs, l'arrivée des pubs en réalité virtuelle, mais ça, la réalité, c'est que tant que ça ne deviendra pas une norme, on est encore quelques années devant nous avant que tout ce qui concerne les métaverses, avec Facebook, Meta qui est très investi là-dedans, et l'arrivée notamment du casque d'Apple, là, qui, c'est assez niché pour le moment. Mais à terme... Je pensais que ça allait plus marcher que ça, Apple Vision, tu vois. Moi aussi. Ouais. Je pensais que ça allait faire un peu comme l'iPhone, là, ils allaient un peu révolutionner le truc. C'est quand même dur à amener, je pense, comme révolution. Tant que ça va pas devenir une norme dans les entreprises, notamment avec le télétravail, les trucs comme ça, les gens qui cowork à distance ou je sais pas quoi. Mais je pense qu'ils en ont conscience. Hein. Et dans tous les cas, c'est quand même cher. Hein. C'est genre 3500 balles le casque. Ouais, c'est vrai, il y a peut-être ça aussi. Quoi. Peut-être ça aussi. Donc c'est pas encore mainstream comme truc. Ok, parlons un peu. Alors moi, juste avant de parler d'automatisation et du sujet de l'automatisation, je voudrais quand même qu'on reparle ensemble notamment, il y a longtemps, on a fait un podcast où le sujet c'était, le titre du podcast c'était Anto a viré son dev et l'a remplacé par ChatGPT. Ouais, je l'ai remplacé par Claude maintenant. Voilà. Justement, je suis au courant, donc moi j'aimerais quand même qu'on en parle parce que c'est quand même assez ouf. Pour remettre les choses dans le contexte, tu n'es absolument pas développeur. Pas du tout. Tu es quand même plus technique que Franck et moi, c'est sûr. Mais t'as pas de notion de développement, t'as pas appris à dev, etc. Et là, en ce moment, tu m'as dit que t'as créé un CMS. Ouais, j'ai un CMS perso, ouais. Voilà. Avec API et tout, ouais. Donc t'as un CMS de zinzin que t'as entièrement développé avec Claude. J'ai juste le dev qui m'a amélioré la base de données parce que c'est Claude qui l'avait faite, apparemment elle n'était pas très optimisée. Parce que je connais pas tout, apparemment t'as des limites de table, parce que je connais rien en fait. T'as des limites et le dev m'a dit c'est mieux de faire comme ça. Ouais. Mais c'est juste le dev qui m'a optimisé ce que Claude avait fait. T'as fait tout un truc avec Claude et derrière t'as pris un dev qui a double-checké ce que t'avais fait. C'est ça, et il m'a amélioré le truc, c'est ça. Et rideau. Ouais. Et améliorer l'UX surtout. Parce qu'en fait, c'est comme tu l'avais vu, mon tool, ça reste du ChatGPT, quoi. Enfin, ça reste du Claude, ça reste du Bootstrap. Et lui, il a tout refait propre, agréable, plus modifié un peu la base de données. Mais c'est tout. Incroyable. Ça te change la vie, en vrai, de pouvoir aujourd'hui... C'est surtout que ça te permet de tester rapidement quand t'as une idée. Parce qu'avant, quand je devais aller sur le Upwork, trouver le développeur, déjà vu que je suis pas dev, je sais pas expliquer. Donc, il me renvoyait un truc, c'était mal fait. Et là, en fait, avec ChatGPT, même si c'est moche, j'ai la logique du truc. Ouais. Donc, quand je vais sur Upwork, je dis, ça, c'est comme ça, je veux ça, mais en mieux. Et en fait, il a compris, lui, tu vois, ce que je voulais. Et pourquoi tu dis que tu bosses avec Claude? Pourquoi Claude est pas... Je le trouve beaucoup plus performant sur le développement. La seule problématique de Claude, c'est l'entrée-sortie qui est trop courte. Ok. C'est-à-dire que le prompt en entrée, tu peux pas, par exemple, lui envoyer un code tu peux pas. Trop long. Et même quand lui le régénère, t'es obligé de lui demander de lui faire en 3 à 4 parties. Ouais, et ça, pour le coup, quand t'es une quille comme moi, où ça m'arrive aussi de développer comme ça, moi, à chaque fois, il me dit, rajoute ce bout de code dans je fais, mes frères, je sais pas faire, en fait. Renvoie-moi la page. Et en fait, le problème, c'est que quand tu bosses avec, et que ta page, elle commence à être balèze. Ouais, là, t'es mort. En fait, même là, maintenant, avec le 4O qui écrit vite comme ça, la réalité, c'est que c'est long. Et là, avec Claude, ça, c'est pas possible. Donc, en effet, c'est quand même chiant. Mais par contre, le nouveau ChatGPT, là, le preview. Le preview, il fait des grandes pages. Ouais. C'est puissant. Hein. C'est très puissant. Et il m'a débugué une partie du CMS que Claude n'arrivait pas à débugger. Ouais, c'est... Les débugger, genre, je lui ai envoyé le truc et il m'a dit, OK, les erreurs, c'est là.
Et après, comme Arthur, je sais pas modifier. Donc je lui ai dit, bah refais-moi. Il m'a dit, ok, je fais. Il m'a tout régénéré. Je mets la page, ça marche. C'est ouf quand même. Hein. Donc ouais, c'est vraiment c'est incroyable. Et puis enfin même moi à ma petite échelle pour faire des petits tests, j'avais développé des Flappy Bird, des petits jeux pour déconner, j'ai développé un espèce de rotator pareil, c'est lunaire enfin quand tu réfléchis que tu sois capable de faire même des trucs simples comme ça, des outils simples que t'héberges et qui vont vraiment te servir dans ton business. C'est un truc de fou. Et pour moi, on est aussi sur un autre métier qui à terme va se faire remplacer. Et on va être sur cette truc 10% des devs. En plus, moi, le dev qui m'a corrigé, il savait pas que c'était du cloud avant, et je lui ai dit, bah, après que c'était du cloud, il m'a dit, franchement, c'est super bien structuré, quoi. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est fort. J'ai même un pote dev qui bosse, qui est en CDI, qui est consultant dans une boîte et qui dev. Il me dit, aujourd'hui, je sais 90% de ChatGPT. Mes collègues ne le savent pas, ils passent leur journée sur le truc. Moi, j'ai rempli mes objectifs en 2 heures, quoi. Et même pas. Et en fait, la réalité, c'est que les gens, encore une fois, sont même pas éduqués aux possibilités ouvertes par... Mais tu vois, par exemple, Rico, il dev en permanence, alors que lui, c'est un dev, c'est un très bon dev, déjà de base. C'est juste qu'avant, quand il avait des problématiques, il allait sur Stack Overflow, truc classique des devs qui allaient changer. Exemple du site qui va mourir à la bouche ouverte. Pour moi, il est déjà mort, mais c'est à part peut-être les collègues. Faudrait aller voir les courbes d'ailleurs de trafic. Je pense de que Stack Overflow, mort. Ça serait rigolo. Ouais, je pense que c'est bien mort ça. À mon avis, ça doit bien se faire fracasse. Et tu vois, Rico, il est H24 et je crois que lui, il a, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est comment ça s'appelle? C'est Cursor. Cursor. Il a Cursor. J'ai l'impression, je crois, il a plein d'IA. Ouais, mais en plus dans le même truc, je voulais l'utiliser. Dev. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais l'utiliser, mais en étant pas dev, c'est pas utilisable. Ouais, parce qu'il faut quand même être un dev. En fait, il faut commencer le code. Ouais. Tu le fais commencer par ChatGPT. Il faut commencer, après il peut corriger. Et moi, j'étais là, je comprends rien. En plus, c'est une interface un peu de dev. Il y a 50 000 onglets, des trucs. Ouais, c'est bon. Ouais. Il y a quand même certaines limites aujourd'hui. Heureusement, ça serait inquiétant. Et il m'a dit que c'était une dinguerie et qu'il gagne un temps fou. Mais là, c'est ouf parce que dès que je lui dis, enfin, tu sais, il me dit, tu penses qu'il faudrait qu'on fasse ça? Je dis ouais, mais du coup, je pense qu'il faudrait qu'on le fasse comme ça, par exemple. Il fait ok. Et genre 1 heure après, il m'a pondu le truc, tout fonctionne. Ouais, je pense que ça va beaucoup plus vite. C'est comme si t'avais une équipe de dev en fait. Ouais. T'es le cerveau et toi, t'as l'équipe de dev qui dev. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Et là où avant, tu devais aller sur Upwork, trouver des devs à peu près corrects, ce qui est j'ai regardé dur hier, à trouver. je me suis servi hier de Upwork, j'ai 790 jobs sur Upwork. Quand même. Ouais, mais fait avant, au final. Ah ouais, fait avant. Ouais, j'en ai pas fait beaucoup. Ça se trouve, dans la dernière année, t'en as fait 50. Dizaine, même pas une petite dizaine. Ouais, une dizaine. Alors qu'avant, t'en faisais quoi? T'en faisais au moins 200 par année, non? J'en faisais un par jour, presque. Ouais. Je pense, hein. C'était ouf. Ouais, donc c'est dingue quand même. Ouais. Niveau automatisation, les gars. Alors déjà, on fait un petit bilan. Claqué, moi. Ouais, toi, t'automatises vraiment que dalle, Franck? T'as pas de petite automatisation? Ah si, maintenant, c'est Rico qui l'a fait. Et toi, Anto, t'as des trucs SEO, j'en ai plus, en vrai. Ouais. Mais sinon, si, je me fais comme là, je me fais des CMS. En fait, je fais des trucs quand j'en ai besoin. Mais c'est pas vraiment des automatisations, c'est plus qu'il y a. T'as pas de récurrence pour ton monitoring Non, j'utilise des trucs tout faits. Parce que ça, ce que je trouve, c'est réinventer la roue alors qu'elle existe déjà. Ouais. Je suis pas trop fan. Même, t'as reformaté ton ordi, t'as plus Zeno Poster. J'ai pas Zeno. On est obligé de vous l'avouer, il a arrêté Zeno. Ça, c'est la fin. C'est vrai, j'ai pas Zeno sur l'ordi là. Ouais, mais après, c'est peut-être lié au fait que les projets que tu as en ce moment sont pas nécessairement... Ouais, c'est ça, j'en ai pas l'utilité. T'en as pas l'utilité. Mais c'est pas l'IA qui fait que t'en as plus l'utilité, par contre. Si? Ben, si, parce que par exemple, le CMS, il y aurait pas eu l'IA, je l'aurais fait avec du Zeno. Parce qu'au final, c'est juste... un Rotator. Tu l'aurais fait avec un Zeno, non? Ouais, voilà, par exemple aussi, ouais. Ouais. C'est vrai, hein. Parce que là, au final, c'est juste créer des pages HTML, taper des trucs, etc. Je l'aurais fait avec Zeno. J'aurais mis des variables. Je me rends compte parce que ces derniers temps, moi, j'ai un peu plus mis les mains dans Make notamment, et j'ai fait une automatisation complète qui, à partir d'un document, on peut imaginer du Airtable, mais moi en l'occurrence c'est un Google Sheet, qui va aller chercher dans le document certains paramètres pour la création du site. Et derrière, ça crée le site, toutes les pages du site. Enfin, ça crée tout en automatique, chose que tu as pendant très longtemps fait avec Zeno. Chose que j'ai jamais réussi à faire avec Zeno, parce que la réalité, c'est qu'il t'as intérêt d'y aller, quoi. C'est pas n'importe qui arrive à faire ça. Là, avec l'IA, et encore une fois, avec le coût des modèles aujourd'hui,
quand tu utilises du GPT 4o, putain, ça coûte que dalle, quoi. En fait, ce que tu pouvais pas faire, je me souviens, on en avait parlé aussi dans le podcast, il y a un moment où tu avais essayé, c'était un hiver, je me souviens, on était en train de bouffer, je sais plus, du vin chaud, boire du vin chaud, je sais pas quoi, et t'avais essayé de faire tout un truc, une espèce de Wikipédia sur plein de thématiques, plein de sujets différents, et en gros, t'étais, comme d'habitude, t'avais utilisé plein de clés API, enfin bref, ça t'avait rien coûté, mais si t'avais dû payer, c'était plus de 30 000 euros. Plus de 30 000 balles, ça aurait coûté. Et aujourd'hui, je pense la même chose, à vérifier ce que je dis, mais je pense 300 balles. Ouais, je pense aussi, ouais. Donc, en fait, et ça, encore une fois, c'est 1 an et demi de temps entre le moment où ça coûte 30 000 balles et le moment où ça coûte 300 balles. Donc, à mon avis, dans 3 ans, t'as un truc 10 fois plus puissant qui coûte encore 10 fois moins cher. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est incroyable. C'est vraiment, ça change absolument tout. Et l'automatisation, concrètement, moi, comment j'utilise aujourd'hui, j'ai un truc qui m'a vraiment, vraiment fait gagner beaucoup de temps. C'est tout ce qui concerne ma facturation. J'ai tout un système où dès que par exemple, je vais bouffer au resto, je prends ma note en photo et je l'envoie directement sur un mail. J'ai un mail-hook qui récupère directement la facture et qui va la trier dans un drive, dans les bons dossiers, au bon mois, aux bonnes dates, au machin. Et tout ça, mon comptable a accès directement. Enfin, ça pour le coup, ça me fait gagner un temps de fou. Moi, pour le coup, je monitore. Je sais que j'ai certains networks que je monitore à 100%. Et même principe, en fait, c'est sans doute pour certains qui ont de l'expérience, notamment avec des outils comme N8N, qui sont des équivalents de Make, mais un peu plus techniques, on va dire. On va se dire, mais il est zinzin d'avoir fait ça. Mais en fait, aujourd'hui, l'IA est tellement peu chère que moi, j'en plug de partout, en fait. Je m'en fous, c'est la solution à tout. Donc, par exemple, quand je vais monitorer, je lui renvoie la page du site que je veux monitorer et je lui dis, toutes les heures, tu vas vérifier la page. Ça, le gros avantage, c'est qu'elle toutes les heures, il y a un prompt comme ça. Enfin, tu vois, c'est un truc que tu faisais pas avant, ça coûtait trop cher. Maintenant, tu t'en fous, tu peux tout prompter, c'est ça qui est bien. Tu peux en coller de partout, et avec un peu d'imagination, tu peux faire des trucs de fou. Ouais, tu peux lui faire extraire une donnée sur une page, t'en as rien à foutre, alors qu'avant, il fallait réfléchir à comment parser la page, enfin, tu vois. Là, vraiment. Là, tu lui envoies, tu lui dis, je veux telle donnée, et lui, en fait, il se débrouille, quoi. Ouais. Non, franchement, ça a changé beaucoup de choses, et encore une fois, ça fait pas partie nécessairement de mes focus principaux, et l'objectif, c'est pas de trop se disperser non plus. Mais ça fait une diff de fou. Et je pense que quand tout ça rentre dans ton champ d'action et dans tes focus, ça doit être incroyable, quoi. Moi, je le vois aujourd'hui, si je devais reprendre, reset complètement et lancer un nouveau truc, peut-être que je partirais sur des trucs un peu plus black hat avec de la génération avec IA, parce qu'il y a des trucs à faire de zinzin sans trop de problèmes. Et même sur je sais pas, c'est peut-être ce que tu fais dans ton projet avec Rico, mais sur la partie rien que génération de PBN, c'est boucherie. Il y a moyen de faire des trucs full automatisé. Il y a 60 sites qui vivent tout seuls. Ok. Et quand il en lance un nouveau, c'est pareil. Il vit tout seul. C'est rapide. Ouais, non, mais il vit tout seul. Là, en un clic, il a fait un truc. En un clic, ça, à mon avis, ça se trouve, ceux qui automatisent, ils vont se dire que c'est pas non plus une dinguerie, mais moi, je trouve ça vraiment ouf. Sur le dashboard qu'il m'a fait, en gros, on met des sites expirés, par exemple, qu'on a, et après, en un clic, ça va mettre les DNS tout seul, ça gère le Cloudflare tout seul. En gros, moi, j'ai juste un dashboard, je clique sur lancer le site, ça fait DNS, Cloudflare, ça installe le WordPress, ça met le thème, ça met les plugins, ça configure les plugins, et ça commence à générer du contenu. Ouais. Je trouve ça bien que ça soit sur WordPress, Santo. En vrai, WordPress, l'avantage, c'est que t'es pareil, en fait, tu réinventes pas la roue. En fait, parfois, aller trop automatiser à chercher le truc, tu te fais plus chier qu'autre chose, tu vois. Donc, c'est sûr. Et ça, c'est une automatisation qu'il a fait. Derrière, il y a tout. Il y a des automatisations justement pour trouver les XP, il y a des automatisations pour absolument tout, en fait. Franchement, c'est vraiment ultra puissant. Et comment vous voyez, du coup, on a beaucoup parlé d'IA dans cet épisode, parce que c'est intéressant. Mais l'automatisation, c'est finalement assez lié à l'IA. Comment vous voyez le futur de l'automatisation ? Est-ce que vous pensez que les entreprises vont, à terme, tous devoir automatiser ? Pour moi, t'es obligé. J'espère pour eux, en fait. Ouais, t'es obligé, ouais. Mais à mon avis, c'est toujours pareil. Hein. La plupart des gens seront à l'ouest. Mais du coup, ceux qui sont pas à l'ouest, ils vont écraser tout le monde, petit à petit. En fait, c'est ça. Pour moi, il y aura plus d'entre-deux. Il y aura, dans n'importe quel biz, t'auras les meilleurs. T'auras les pas chers. Ouais.
tout ce qu'il y a entre. Et je crois qu'on n'en a pas parlé au final de ça. Peut-être que je me plante, hein, mais tout ce qu'il y a entre, justement, dans le monde de demain, comment tu fais pour financer ces gens-là? Comment ils font pour gagner leur vie? Bah, soit ils deviennent très forts, soit ils vont dans le pas cher. Ouais, mais... oui, non, mais tout le monde ne pourra pas devenir très fort. Mais ça, je sais pas. Si tout le monde cherche à devenir très fort, c'est-à-dire que les mecs les plus forts sont trop forts. Enfin, il y aura toujours un top 10%. Ça, je pense que ça fait partie des plus gros défis, d'où les questions régulières de revenu universel et des trucs comme ça, typiquement. Et ça, moi, j'avoue que j'ai aucune idée du truc. Après, je me dis que c'est un peu comme tout, il y aura peut-être il y aura sans doute une évolution, mais ça, c'est le genre de truc, par exemple, où pour mes enfants, je me dirais chaud, et moi, mon objectif, c'est qu'ils soient dans les meilleurs, parce qu'en fait, le en dessous, j'ai pas envie j'ai pas envie d'avoir ma famille qui est dans le en dessous. Mais je le vois pas d'un point de vue très positif. Et alors, tu vois, on va prendre un exemple, mais demain, là, on a un de nos potes qui a fait de longues études pour devenir avocat. Je pense que c'est une vraie question qui se pose, mais c'est pareil. Est-ce que tu penses pas que finalement, même les avocats vont être impactés par l'arrivée de l'IA? Alors je pense que oui, il y a une évolution, mais en fait, le métier d'avocat, c'est quand même un métier avec des adaptations par rapport à des sujets qui n'ont pas déjà été traités. Tu vois, il y avait eu un peu cette grosse révolution quand il y a Doctrine qui est arrivé, qui est un site qui permettait de faire de la jurisprudence plus facilement. Et déjà là, je pense qu'il y en a pas mal. Ça a vraiment défoncé beaucoup de juristes, à mon avis. C'est pas pour autant que les juristes n'existent plus. C'est juste que maintenant ils bossent avec les outils comme ça. Et quand il va y avoir l'IA, je pense que pour tout ce qui ressemble à des cas déjà passés, en effet, l'IA pourra faire beaucoup de choses. Mais le droit, c'est typiquement le genre de truc où ça reste flexible un peu, ça reste humain. C'est ça, ça reste. Tu vois bien, la même infraction à 10 personnes différentes, t'auras pas le même jugement. C'est ça, t'as 10 juges différents, 10 personnes différentes en face, et t'auras 10 résultats qui sont différents. Même si la structure de base, on te dit quelqu'un qui a fait un excès de vitesse, il perd X points, il perd tant d'euros. Bah, c'est le cas, mais en fait, ça sera pas toujours la réalité. Sauf si ça devient impartial. Oui, c'est ça. Voilà. Par contre, c'est ça. Mais encore une fois, pour des cas qui ne sont jamais vus, comment tu deviens impartial? Donc en fait, il faut bien créer la jurisprudence à un moment, et là, c'est de l'humain. Mais je vois ta question, et d'ailleurs, ça fait vraiment partie des gros débats actuels, en fait, c'est de savoir que vont faire les gens. C'est ça, je t'avoue que j'ai pas de... Et exercer leur droit à la paresse pleinement. Peut-être, hein, mais... Et ça pourra limite se comprendre s'il n'y a rien à faire, tu vois. Ah ouais. C'est juste, moi, j'ai pas... voilà, c'est juste, je pense que... Enfin, nous, dans notre cas, c'est à nous, après, de faire en sorte, par exemple, que nos enfants, ils soient pas malheureusement, dans la partie base du truc, quoi. Ouais. J'avais noté comment l'IA va pouvoir permettre de créer des expériences utilisateurs ultra personnalisées. Ça, c'était dans la partie automatisation, je sais pas pourquoi. Mais au final... Bah, ça, je pense qu'assez rapidement, là où avant, tu avais des débuts avec des quiz, par exemple, qui te permettaient de focus un peu sur en gros, donner les bonnes informations aux personnes. Là, avec l'IA, peut-être que ça sera même plus besoin de faire des quiz, juste les gens soit feront un vocal pour expliquer leur truc, soit écriront. Et ça sera très facilement compréhensible par l'IA pour qu'elle adapte. C'est comme ça que je le vois. Je sais pas si vous voyez un truc similaire, mais... Ouais, c'est assez similaire. L'automatisation des réseaux sociaux, on en a parlé. Je pense qu'à terme, pareil, c'est le genre de truc qui va pouvoir être de plus en plus pertinent. En fait, aujourd'hui, un community manager de base, la réalité, c'est que bien souvent, quand vous payez un community manager, à part si c'est vraiment quelqu'un de bon, qui a sa patte, qui sait vraiment comment faire du reach, en fait, dans 80% des cas, aujourd'hui, c'est déjà le cas, vous avez juste quelqu'un qui va en fait faire des trucs qui servent pas à grand-chose. Et je pense que même si aujourd'hui un community manager est sans doute plus utile qu'une IA quand même dans beaucoup de cas, et je pense qu'assez rapidement le switch va pouvoir être rapidement le switch va pouvoir être fait. Tu prends des très grosses marques, des banques, des fournisseurs de données mobiles, de trucs comme ça. La plupart du temps, leurs réseaux sociaux, ils sont un peu claqués. Et c'est jamais des dingueries.
franchement, pour faire ce qui est fait actuellement, le problème, c'est que ça, c'est tout des trucs très corporate avec des process et il faut que la virgule soit mise au bon endroit. Et une IA peut totalement faire ça, pourra faire à la fois l'image créative, de façon très jolie en gardant le code couleur, en mettant le logo et tout ça, et faire des textes qui en général seront même mieux copyrightés que ce que tu vois la plupart du temps. Sur la partie, moi j'aimerais bien qu'on passe, je pense qu'on a fait un peu le tour de l'automatisation, on est tous d'accord pour dire que c'est déjà en train de prendre de la place, ça va devenir, c'est très corrélé à l'IA, vous l'avez entendu. Je pense qu'aujourd'hui, vous devez absolument voir quelles sont les tâches récurrentes au sein de vos propres business, même en tant que solopreneur, et essayer de trouver des solutions à ces tâches avec des automatisations, que ce soit avec des outils comme Make, encore, qui sont très accessibles, ou alors avec des outils comme N8N, ou alors vous pouvez aller encore plus loin sur certains trucs. Mais en tout cas, ça vaut le coup de se pencher sur la question, que ça soit avec ou sans IA. D'ailleurs, l'automatisation, c'est bien quand il n'y a pas d'IA. Ça permet de rendre le truc un peu moins... Parce que la réalité de l'IA, c'est que moi, je le vois, j'ai des automatisations qui marchent très bien pendant 3 semaines avec des prompts qui marchent bien. Tu sais pas pourquoi, la semaine d'après... Genre, il y a une partie du truc, ça ne donne plus le résultat que tu veux. Donc ça, c'est un peu le challenge, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, quand ils automatisent, qui essaient de faire sortir l'IA ou de vraiment simplifier vraiment le truc. Mais voilà. Au niveau des stratégies de contenu en elles-mêmes, moi, il y a un sujet qui est assez intéressant, c'est tout ce qui est micro-communauté, parce que la réalité, micro-influence, etc., il y a plein de petits sujets sur lesquels il y a des gens qui vont aller se positionner aujourd'hui relativement facilement avec des réseaux comme, encore une fois, sur du format short, avec TikTok, Instagram, parce qu'ils sont justement experts sur un sujet bien spécifique. Et sur YouTube, on n'en parle pas, c'est pareil. Est-ce que vous pensez que ces micro-créateurs, ces micro-influenceurs sur une communauté bien spécifique vont avoir un poids conséquent même demain, où justement on parlait du fait que les médias allaient un peu exploser et avoir énormément de visibilité, en tout cas c'est un peu la théorie, avec des leviers d'acquisition comme le SEO. Vous en pensez quoi des micro-créateurs ? Je pense que c'est plus l'avenir. Ouais, je suis assez d'accord avec Anto. Ouais. Parce que tu te reconnais plus dans un micro-influenceur qui fait un peu ce que toi tu fais qu'un truc énorme. Moi je le vois sur YouTube par exemple, je regarde pas du tout les vidéos de prod, genre tous les trucs à la mode, je regarde pas. Je regarde le mec qui a là avec son téléphone éclaté, mais c'est du vrai contenu pour moi. Moi je préfère ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Je pense que tout le monde a des attentes différentes, et que l'avantage avec les micro-influenceurs, c'est que tu peux trouver quelqu'un qui te ressemble plus à toi, ou qui va plus fit avec ce que tu apprécies. Et nous, par exemple, dans le podcast, moi, il y a plein de gens qui me l'ont dit. En gros, on est 3 avec 3 points de vue qui peuvent être différents, et les gens peuvent plus fit avec une personne ou une autre. Les gens qui parlent avec Anto, la plupart du temps, ils ont pas grand-chose à me dire à moi, tu vois. Parce que, ou des gens qui vont venir te parler à toi, non, ça se trouve... Toi, personne te parle. Il est très triste. Mais c'est, tu vois, moi, il y en a qui viennent me dire, en gros, de ce que j'ai entendu, c'est avec toi que je veux, par exemple, prendre un coaching. Ouais. Parce que, pour une raison ou une autre, ils ont plus fit avec c'est normal. Et je pense que les micro-influenceurs, c'est exactement ça. Et tu pourras pas plaire à tout le monde. Je regarde pas mal de vidéos de sport, de trucs comme ça. Et il y en a, ils ont 1000 abonnés, mais dans les commentaires, parfois, tu vois toujours les mêmes qui disent qu'ils regardent d'autres gens, mais qu'en fait, c'est chez eux qu'ils ont les meilleurs conseils. Ouais. Moi, ça me fait penser à la chaîne, on en a parlé hier, la chaîne de Valère. Ouais. Moi, je regarde toutes ces vidéos, pourtant, sont éclatées au sol, fait même pas de miniature et tout, mais en vrai, pour moi, c'est le contenu est bon, quoi. C'est le meilleur contenu sur YouTube pour le mec monnaie français. Okay. Donc, tu vois. Et comme tu dis, dans les commentaires, c'est toujours les mêmes mecs. Ouais. C'est toujours, je sais pas, il y a 20 commentaires, c'est toujours les mêmes 20 mecs, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense, parce que il a ses stratégies et tout, il y en a plein, ça se trouve, qui ne comprennent juste pas ce qu'il fait. Puis ça fait un peu comme tu gagnes et tout, c'est des mecs qui sont clivants. Ouais, ils s'en foutent, ils sont pas là pour te vendre des trucs, donc je pense que ça plaît pas à tout le monde, tu vois. Les mecs qui se lèvent à 5 heures, enfin c'est le charbon, quoi, tu vois. Ouais. Donc toi, juste micro-influenceur, je suppose que t'as le même point de vue que le nôtre. Ouais. Moi, je pense que ça soit d'ailleurs que ça soit sur l'influence ou de manière plus générale, je pense notamment aux agences. Je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui et demain surtout, plus ces professionnels-là vont être spécialisés dans un domaine très niché, ou en tout cas sur quelque chose de très identifiable. Je pense que c'est une erreur de plus en plus
de tout faire. Ouais, Voilà. je suis d'accord. Et je pense que ça va s'accentuer justement avec l'avancée de l'IA, etc. Et que plus vous allez être spécialisé sur un truc, bah, plus vous allez pouvoir être efficace et mieux vous gagnerez votre vie aussi, à mon avis. En tout cas, pour commencer, parce que je pense que par contre, t'as pas quand tu grossis et que par exemple, t'es devenu le leader de ta niche et que tu sais faire autre chose, je pense que c'est pas aberrant d'aller t'ouvrir à d'autres petits trucs. Ouais. Moi, je trouve T'as un exemple concret de ça? Eh ben, tu prends un Yomi, il a commencé en faisant de la formation pour du e-commerce et aujourd'hui, il s'ouvre clairement à, par exemple, du e-commerce. Pas du e-commerce, pardon, du make money, même mais lancer des projets. mais quoi, est-ce que si tu veux l'entrepreneuriat. est-ce que si tu veux acheter une formation de dropshipping, tu vas avoir Yomi? Bah, je pense que la plupart des gens, oui. Ah ouais, parce que moi, pour moi, tu vois, c'est plus un expert, je vais pas acheter chez lui. Enfin, je trouve qu'il a perdu. En fait, quand tu t'ouvres, je trouve que tu perds le. Ouais, là, pour le coup, je pense que lui, il carbure peut-être toujours mais en je trouve vente, que, tu vois, enfin, je sais pas. Mais par contre, il y en a d'autres qui vont arriver sur le marché, comme tu prends Lucas et Fabien qui arrivent avec leur formation e-commerce. Ils ont monté des très gros e-commerce, ils font 35 millions à l'année avec leur e-com. Même plus, je pense. Hein. Même plus maintenant, sans doute. Eux, ils arrivent et par contre, en effet, ils sont ultra spécialisés dans leur truc. Ouais, je préfère acheter là que, tu vois. Ouais. Mais peut-être, tu vois, je pense que tu prends le cas d'un Yomi, c'est sans doute aussi parce que lui-même a perdu de l'intérêt, je pense. Ouais, c'est ça, il a du switch. Et imaginons que tu restes ultra connaisseur du e-commerce, que tu continues à faire énormément de e-commerce, que tu communiques dessus, et qu'à côté, tu ouvres un petit truc sur le fait de faire de l'entrepreneuriat. Ouais, oui, ça reste assez connexe au final. Ça reste connexe. Ouais. Par Alors, contre, si tu vas faire un truc de skate, moi, j'aimerais bien qu'on prenne l'exemple, parce que là, tu prends l'exemple d'un créateur, on prend l'exemple de Yomi, mais encore une fois, je pense il est trop gros, ouais. Déjà, il est gros, et deux, la réalité, c'est que même si lui n'est plus aujourd'hui sans doute aussi expert que certains sur le sujet du e-commerce ou du dropshipping à proprement parler, la réalité, c'est qu'il s'entoure. Et ça, c'est aussi un moyen de scaler. C'est qu'en fait, quand tu t'entoures d'experts, ce que je suis persuadé, je suis pas sa formation et le dropshipping m'intéresse pas nécessairement, mais je suis persuadé que la réalité, c'est que le contenu, il y est à l'intérieur, j'ai peu de doute là-dessus, parce qu'il a des gens qui, eux, sont experts et qui interviennent. Et je pense que c'est un moyen de rester spécialisé. Par contre, moi, j'aimerais bien qu'on prenne un exemple un peu plus concret, et notamment sur tout ce qui est vente de services. Je pense qu'une agence aujourd'hui qui est spécialisée sur le contenu court, par exemple, elle a aucun intérêt à se mettre à faire du contenu long et en parallèle on fait aussi du SEO et enfin tu vois, je pense qu'il faut il faut rester spécialisé sur son marché. Mais tu vois, typiquement t'es spécialisé dans le contenu court, t'es devenu leader à force du contenu court, tu sais faire du contenu, tu sais ce qui marche, pourquoi ne pas proposer un upsell sur justement du contenu long en disant le contenu court va te servir à faire une grosse acquisition au début de clients. Et après, si vraiment tu veux fidéliser et tout, des vidéos de 10 minutes sur YouTube, c'est intéressant. Et nous, on est là pour... tu vois, en fait, pourquoi tu t'enlèverais une part de marché si t'es une agence? Parce que je pense que déjà, prendre 100% du marché du contenu court, c'est quasi impossible. Et qu'en fait... Ça, par contre, je suis d'accord, mais encore je pense une fois... que de plus en plus, ça va devenir important de se nicher. Je pense notamment... aux gens qui se lancent en freelance et qui ont plein de services, plein de trucs qui font tout à la fois. Pour moi, c'est pas la bonne manière. Pour commencer, je suis d'accord. Pour commencer, je pense que c'est pas la bonne manière. Mais dans ton cas à toi, je pense que je ferais 2 marques. Mais là, du coup, moi, tu te disperses tout de suite. Enfin, moi, je reste non, mais si vraiment je suis au top de la marque numéro 1, bah, je lance la marque numéro 2. Non, mais on le sait que convertir des clients que t'as déjà, c'est beaucoup plus simple. Donc, en fait, c'est vraiment, à la limite, t'es connu pour ton, tu vois, on prend une agence spécialisée pour faire des TikTok. T'es spécialisé pour faire des TikTok, des shorts Instagram, YouTube et tout. Tu les fais. T'as bossé, tu t'es fait connaître, t'as tes clients, t'es big, t'as les capacités d'upsell sur une vidéo YouTube ou un format podcast parce que t'as les ressources, t'as tout ce qu'il faut. Pourquoi ton client que t'as déjà converti, qui sait que tu bosses bien, qui sait que tu fais les choses bien, pourquoi t'irais lui dire va voir mon pote qui lui fait du podcast et puis va prendre une presta chez lui alors que toi t'as toutes les ressources pour le faire? Bah, peut-être que je communiquerai pas dessus alors. Ah ça c'est un autre truc, mais
Moi, Pour moi, c'est vraiment. Après, vous me connaissez, hein, la réalité, c'est que je dis ça, mais bien sûr que je ferai 37 000 trucs à la fois, mais je pense vraiment que pour moi, l'ultra focus, et même si c'est aujourd'hui, c'est encore viable de réfléchir comme ça, je pense que de plus en plus, ça va être important de rester très niché, très focus sur le. Mais en fait, pour moi, ça reste pareil. C'est-à-dire que, par contre, t'as une agence de trucs où tu fais de la vidéo verticale short et que t'as un client qui dit je cherche quelqu'un pour me faire mon site web et mon SEO. Ouais. Ah, là, par contre, tu vas pas lui dire. La fin des agences 360, quoi, on va dire. Ouais, voilà, ça, je suis d'accord. C'est l'intérêt est quand même minime et ça vaut mieux renvoyer vers quelqu'un. Moi, je pense que tu peux pas être bon partout. Tu vois, tu prenais l'exemple du podcast ou du format long. Je pense qu'aujourd'hui, faire du format court et avoir une vraie expertise sur le format court, c'est un skill à part entière. Après, tu peux pas être excellent partout. Tu peux être bon partout, mais pas, à mon sens, pas excellent. Et je pense notamment parce que je comprends qu'il y a un côté un peu manque à gagner mais si j'accompagne des clients sur tel truc, je peux facilement aller les upsell sur autre chose. Mais je pense qu'il vaut mieux dans ce cas-là avoir des deals, notamment d'apport d'affaires ou je ne sais quoi, et les renvoyer chez des experts. Ouais, mais toi, tu vas pouvoir te concentrer sur ton skill, sur ton truc. Enfin, moi, je suis assez persuadé de ça, même si dans la réalité, je comprends aussi ton point de vue et je pense que c'est viable, tu peux tout faire. Mais non, c'est pas tout faire, c'est faire quelque chose qui est proche quand même. Tu vois, c'est pour ça que je dis quelqu'un qui veut, tu fais du short, on va pas aller faire des sites web pour des gens, mais tu fais du short et t'es excellent en short, tu vois, tu l'as dit. T'es excellent en short. Tu peux upsell quelqu'un sur un truc sur lequel t'es bon. Parce qu'en fait, déjà, on le sait, la plupart des gens, ils feront pas la différence entre l'excellence et le très bon. Tu vois, une agence ou une marque qui va avoir envie de faire du contenu court et d'être accompagné pour ça. Ils vont chercher les top players. Donc, ils vont tomber sur ton agence parce que tu fais du short, tu fais que ça, t'en fais bien. Demain, ils ont envie de faire du podcast. Ils vont peut-être pas, justement, ils vont chercher les top players du podcast. Et moi, je pense que ça va être compliqué d'être aussi bon. S'ils fonctionnent comme ça, ouais. Et dans ce cas-là, tant mieux pour eux. Mais s'ils fonctionnent pas comme ça et qu'ils te disent, dis donc, tu serais capable de nous faire du podcast, que t'as le décor, t'as les bons micros et t'as tout ce qu'il faut, pourquoi ne pas le faire en fait? Surtout si t'es capable de le faire et que tu sais que tu vas faire un truc qui est correct. Sans forcément, par contre, après, brander ou marketer ton offre en disant on sait tout faire sur la vidéo. Non, tu gardes ton truc comme quoi t'es spécialisé short. C'est juste que après, quand t'as un client qui est déjà content de ce que tu fais, c'est dommage de pas aller jusqu'au bout. Merci de nous avoir écoutés tout au long de cet épisode spécial de la 100e édition. On espère vraiment qu'il vous aura plu. On vous le rappelle, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un like, un abonnement et les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Ciao, ciao.